Madonna, la rétrospective. Down on my knees, I wanna take you there. There's no greater power than the power of goodbye. Get ready to jump, don't ever look back, oh baby. When it all falls down, I'll be on fire when the lights go out. Hey! Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Madonna, la rétrospective, le podcast qui explore la carrière de Madonna, la reine de la pop. Je m'appelle Alexandre et je suis comme d'habitude accompagné par mon fidèle acolyte, expert de Madonna. J'ai nommé Logan. Salut Logan, comment tu vas? Bonsoir, tout va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'une tournée révolutionnaire d'un show qui a littéralement bousculé le monde de la pop music. J'ai nommé le Blonde Ambition Tour, bien sûr. Madonna, plus ambitieuse que jamais, va s'entourer de personnes talentueuses pour créer un show à la hauteur de ses ambitions. Et c'est la somme de toutes ces personnes, de toutes ces idées créatives, qui va créer ce show si unique dans l'histoire de la pop music. Et pour nous accompagner dans cette rétrospective de ce show, on reçoit une personne qui a assisté au show en 90. On souhaite la bienvenue à Olivier. Bonsoir Olivier, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, bonsoir la team. Merci pour l'invitation. Oui, en pleine forme, surtout quand on parle de Madonna, évidemment. Et petite précision, j'ai assisté à ces 2 concerts, pas un seul. Voilà, ouais, comme encore plus vénère en plus. Et tu es le deuxième invité du podcast après Corinne, qu'on salue d'ailleurs au passage. Oui. On devait avoir un autre invité qui a vu le concert à Nice, mais bon, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On le salue, on passe à lui. Et on aime bien recevoir justement des fans de la Madone qui ont pu assister à ces shows, en fait, à ces concerts, et nous faire partager leurs témoignages, leurs ressentis. Est-ce que brièvement tu peux parler un peu de toi en tant que fan de Madonna, de ton rapport avec elle? Comment et quand tu l'as découverte? Alors déjà, bon, moi je l'ai découverte en 84 ou 85 quand elle avait sorti Gambler. Donc ça remonte. Donc ça veut dire Ah ouais. aussi que je suis pas tout jeune. Et j'étais ado puisque je devais avoir 15 ans à peu près quand j'ai découvert ce titre-là. Alors j'étais pas du tout fan, mais j'ai beaucoup aimé ce titre. Et en fait j'ai apprécié son second titre où là vraiment je l'ai beaucoup aimé, où j'ai commencé à être fan, ça a été avec Into the Groove, puisque j'ai vu son film, j'ai vu son titre, Ouais. et là j'avais acheté son 45 tours. Et là je suis commencé vraiment à être fan. Et vraiment, quand ça s'est solidifié, eh bien, ça a été vraiment l'album de True Blue où là, bon bah, yeah, j'étais conquis par son talent. Et puis, outre le fait qu'évidemment, elle a fait des super chansons, c'est aussi une personnalité. Et c'est ce pourquoi, entre autres, j'ai été fan. Personnalité qui était à l'époque, qui était innovant dans les années 80. Faut savoir qu'elle était, je l'apprends à personne, elle a été précurseur sur beaucoup de choses. Elle a été la première à faire beaucoup de choses. Et donc j'ai pu assister à ces premières fois, et c'est ce qui m'a séduit. Ça a été quelque chose qui m'a suivi tout le long de ma vie, puisque finalement, une de ces chansons me rappelle un souvenir de ma vie. C'est quand même une grande période. Vous imaginez, on est en 2024. 84, voilà, je vous laisse compter, presque 40 ans d'amour pour elle, donc il s'en est passé des choses. Oh. Et voilà. Et c'est toujours un plaisir Trop mignon. c'est toujours un plaisir de parler d'elle. Et puis j'en ai tas de choses à dire sur elle, puisque j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en tournée, mais en l'occurrence pour celle-ci, Mhm. j'ai eu la chance de la voir 2 fois sur cette tournée. Qui est le premier. Alors, Tu l'as vu où? donc le Blonde Ambition Tour a été produit en France à Bercy et puis bon à Nice. Donc moi j'ai eu la chance d'être à Paris, donc de la voir à Bercy. Et j'avais acheté un billet, et de par son succès, il y avait à l'époque seulement 2 dates qui étaient annoncées. Il y en a une 3e qui a été rajoutée, et c'est celle-ci où j'ai pu y aller une seconde fois. Je me suis retrouvé dans la fosse, quasiment presque devant. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais quand même 17 ans. Déjà, quand tu es jeune, tu découvres un petit peu
les shows grandioses. Et ça a été mon deuxième show après Michael Jackson que j'avais vu au Parc des Princes, le Bad Tour en 87. Et là, j'ai pris une première claque, la deuxième claque, où là, vraiment, forcément, déjà, bon, j'étais fan de Madonna, mais quand j'ai vu le Blonde Ambition Tour, je ne savais pas à quoi ça correspondait vraiment. Un show, pour moi, un concert, c'était un orchestre derrière, et puis un artiste qui chante devant un micro. Bon, là, elle a complètement cassé les codes avec cette tournée-là, avec ce show-là. Ce qui fait que, ça a été pour moi, waouh, c'était indescriptible, quoi. Un super souvenir. Voilà, je pourrais parler pendant des heures, mais voilà. Voilà les grandes lignes, on va dire. C'est sûr. En plus, rien que le nom de la tournée est assez mystérieux en plus. Enfin, ça annonce la couleur, ça annonce le côté ambitieux du show, mais on ne sait pas plus de choses que ça, quoi. Et là, quand tu le découvres pour la première fois, tu prends une claque à l'époque. Hein. Faut aussi se remettre dans le contexte qu'on est dans les années, fin 80, donc tout début 1990. Il n'y a pas toute la prouesse technique aujourd'hui qu'on peut voir, toute la scénographie qu'il n'y avait pas à l'époque. Faut savoir que les décors, ils étaient en carton, il n'y avait pas des écrans géants, on pouvait reconstituer comme on fait maintenant des décors. Et aujourd'hui, sur scène, il n'y a quasiment plus rien parce que tous les grands écrans font les décors. À l'époque, ça l'était beaucoup, je n'avais pas, et il fallait faire les décors. Donc c'est ça aussi qui était une prouesse à l'époque, et d'autant plus que cette tournée-là, ce qui est génial dans cette scénographie, c'est que c'est une scène, déjà dès le début, elle se transforme. Oui. C'était génial. Je vais me couper la parole, mais dès le début du concert, peut-être que tu vas revenir peut-être en parlant, en décryptant chaque l'intro, etc. Oui. Mais là, la scène, quand tu la vois, je me rappelle quand je l'ai vue, c'était une petite scène, on voyait pas grand-chose. Quand le show a commencé, c'est là que tout s'est ouvert. Et c'est là aussi que ça a monté, justement. Oui. Plus avec une intro assez sombre, quand même, assez longue, qui diffère de celle du Who's That Girl Tour, du Virgin Tour. Ça n'avait rien à voir. Le Virgin Tour, c'était pas une scène qui se transformait. Puis il y avait que deux danseurs. C'était sa première tournée aussi. Mais le Blonde Ambition Tour a mis le paquet là. Ouais, a vraiment le paquet. Oui, ça a marqué un départ, on va dire, dans les concerts de Madonna à cette période-là, parce que tout a commencé à être vraiment transformé à un tout autre niveau. Et c'est pour ça, après, je pense qu'on en reparlera, que ça a vraiment levé la barre, pour les concerts pop, parce que c'était quelque chose d'assez inédit. Exactement, c'est pour ça que c'était spectaculaire quand tu vois ça pour la première fois, que tu dis « Ah ok, donc c'est ça un concert, waouh !» Alors à la fois, c'est un peu triste, parce que finalement, tous les concerts que j'ai pu voir après, j'ai jamais retrouvé cette petite étincelle que j'avais vue pour Madonna, quoi. On est forcément obligé de comparer à chaque fois, et pourtant t'as des artistes qui chantent très bien, qui n'ont pas besoin de faire des chorés, etc. C'est fade à côté quand t'as vu Madonna, où c'est un vrai spectacle, quoi. Donc c'est pas simplement qu'un concert, donc c'est top. Ouais. Parce que des fois, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, par exemple, ma génération à moi, 97, etc., quand on parle de concert, et encore, faut être habitué à cet univers-là, quand on regarde les vidéos sur YouTube et tout des concerts anciens, on se dit, ok, genre c'est normal. Mais en fait, c'était pas normal à l'époque, justement, d'avoir des choses comme ça. Et c'est là où c'est complètement différent. C'est que nous, on a l'habitude de voir des scénographies, des grands écrans, comme ce qui était expliqué là, juste à l'instant. Mais à l'époque, c'était totalement nouveau. Il n'y avait pas de choses comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'était fabuleux. Enfin, la toute première fois, ça a été... on va être hors sujet, mais c'était vraiment Michael Jackson, le Bad Tour, où là, j'ai vu, c'était pas un mec qui était derrière un micro, puis un orchestre derrière. Non, il y avait vraiment une scénographie. On va dire les premières scénographies. Ça a été lui, et Madonna a vraiment tout éclaté derrière, je trouve, quoi. C'était super. En tout cas, n'hésite pas à intervenir, Olivier, à tout moment. Ça sera toujours un plaisir d'avoir tes points de vue, tes anecdotes ou tes opinions. Merci. Au sommaire de cet épisode, on va revenir sur la genèse du show avant de l'analyser du début à la fin. Et enfin, on vous donnera nos top 3 de nos performances préférées du concert. Alors, est-ce que, messieurs, vous êtes prêts à retourner en 90 ? Parce que moi, oui. Yes. Oui. Oui. Allez, c'est parti.
J'aime toujours entendre Logan chanter les chansons. On est en 89, donc pas Merde. vrai. Je pensais pas que t'allais m'entendre, hein. On est en 89, donc pas exactement 90. Et comme on l'a dit dans l'épisode précédent consacré à Like a Prayer, l'album, Madonna elle traverse une période un peu compliquée entre sa rupture d'avec Sean Penn, le clip de Like a Prayer qui créait la controverse à l'époque. Est-ce que toi, Olivier, t'avais suivi l'ère Like a Prayer, accroché au clip, aux chansons? Oui, bien sûr. Oui, j'avais suivi Like le Prayer. Après, moi, de mon souvenir quand j'étais ado, c'est pas ce qui a été pour moi le plus choquant de Madonna. C'est-à-dire qu'en fait, Madonna, c'était pour moi quelqu'un, c'était comme une grande sœur à l'époque, hein, je la considérais comme ça. Et elle n'était pas encore choquante comme elle l'a été après. C'est-à-dire que l'album True Blue, où là vraiment je suis tombé amoureux d'elle, il y avait rien de choquant quelque part. C'est après, quand elle a commencé avec Justify My Love, et là je me suis dit, ah, là, qu'est-ce qu'elle me fait là? Et là, je l'ai pas aimé au départ. Parce que pour moi, c'était une grande sœur que je voulais protéger. J'avais pas envie qu'elle se mette dans ces états-là, où elle se met, qui est d'ailleurs un super vidéoclip de Mondino. Mais c'était pas la Madonna que j'aimais en fait. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Bon, puis, donc ça, c'est pas ce qui m'a le plus choqué. C'est toi Erotica qui t'a choqué? Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Hein. Ça a été la première artiste quand même à faire ce genre de vidéoclip. Où là, je me suis dit, bon, bah, on a perdu Madonna là. Je sais plus ce qu'elle nous fait. Justify My Love, ok, un clip, d'accord. Après, elle nous fait Erotica. Bientôt, elle va nous faire un film de, tu vois, un film X quoi, si on se fait comme ça. Moi, ça, à l'époque, ça m'avait choqué. Après, bon, après on s'y fait, on s'y habitue, et puis, ouais, bah oui. l'album de toutes les façons, Like a Prayer, l'a trouvé, hein. Elle a été top, quoi. Je pense ce qui est choquant, c'est de se dire que c'est Madonna qui fait ça, en fait. Parce que même moi, quand j'ai fait sa rétrospective de carrière, je me suis dit, oh là là, elle a vraiment fait ça. Genre, elle nous a vraiment sorti un album un peu trip-hop avec la house underground et des visuels de ce type-là. Enfin, c'était... Je me suis dit, en fait, on n'a jamais revu ça, même après, hein. C'est quelque chose d'assez unique. Et encore aujourd'hui, ça reste unique parce que je pense que personne d'autre ne se mettrait nu comme ça dans un livre vraiment en tant que pop star, je veux dire. Parce que c'est pas vraiment là où on attend une pop star, justement, je trouve. Donc ouais, ça a dû être choquant quand même. Ouais, elle avait été très loin dans la sexualisation, donc ça a choqué les gens. Toi, tu parlais, moi, enfin, évidemment, quand on parle d'Erotica, moi, je parlais pas encore du bouquin, je parlais du titre, du vidéoclip. La version filmée du bouquin, oui. Quand on regarde les images du clip. Mais cela dit, ça a été le clip qui m'a d'abord choqué. Et effectivement, j'ai le bouquin aussi. J'avais acheté à l'époque au Virgin Megastore, qui se trouvait sur les Champs-Élysées à Paris, mais qui n'existe plus, qui était scellé, où il y avait une queue pas possible, et tout le monde voulait l'avoir. C'était la guerre, quoi. Et j'étais hyper content. Je crois que j'avais dû sécher les cours pour y aller. Hyper content d'avoir mon bouquin, mais à la fois, j'étais pas fier parce que je pouvais pas le partager, que ce soit avec mes amis ou ma famille, parce que quelque part j'avais honte quand je voyais le contenu à l'intérieur. J'osais pas même en parler à mes parents, quoi, que j'avais acheté le dernier bouquin de Madonna. C'était pas possible de leur montrer. En tout cas, t'avais une bonne excuse pour sécher les cours. C'est sûr. En vrai, même aujourd'hui, ça peut être délicat d'avoir ça parce que c'est pas des choses qui sont trop accessibles, je trouve. Faut vraiment remettre dans le contexte. Ouais, alors c'est quand même vachement démocratisé quand même. Oui, aujourd'hui, oui. Parce que je trouve quand même. Oui. Ouais, tu prends les rappeuses dans le rap, les nanas. Oui, maintenant, oui. Laisse tomber, quoi. Limite, à côté, c'est rien. Mais je veux dire, à l'époque, quoi, genre, quand on met dans le contexte comme ça, c'est. Quand t'as ça une première fois entre les mains, j'ai un ami à moi, il m'a expliqué pareil, hein, c'était un peu ça, il m'a dit, bah, quand j'ai acheté le Sexbook, genre, il était dans un coin et mes parents, ils savaient pas forcément ce qu'il y avait dedans, mais voilà, il était là et puis il était protégé et bien protégé parce que bon, c'était quand même un peu tendu, quoi. Surtout qu'en plus, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une pochette. Et le bouquin était vendu dans une pochette scellée. Donc c'était pas mal. Oui. Et ça permettait aussi, bon, bien sûr, ça permettait pas de l'ouvrir tout de suite, fallait quand même le sortir de la pochette. Ça me rassurait un petit peu, quoi. Et je l'ai bien planqué dans ma chambre. Mes parents tombent. Alors, le 16 novembre 89, Sun Records, la maison de disques de Madonna, annonce la nouvelle tournée de la superstar. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de la performance slogan d'Express Yourself. C'est vrai. MTV Video Music Award de 89 dans le dernier épisode. Mais en quelque sorte, c'était un peu un avant-goût de la tournée. Et au départ, la tournée est nommée The Like a Prayer World Tour.
avant d'être renommé The Blonde Ambition Tour par la suite. Et si j'ai mentionné le clip de Like a Prayer plus tôt, c'est pas pour rien. Parce que souvenez-vous, auditeurs, auditrices, Madonna avait signé un contrat avec Pepsi pour la modique somme de 5 millions de dollars. Et Pepsi devait à la base être le sponsor officiel de la tournée. Parce qu'il y avait l'ancien nom de la tournée The Like a Prayer World Tour qui était affiché dans la campagne de promotion de la tournée Pepsi. Mais c'est suite à l'ampleur de la controverse créée par la vidéo que Pepsi va rompre le contrat. Et franchement, ça a dû être un coup dur, n'empêche, pour elle, mais aussi pour la maison de disques. Ah bah c'est sûr. Ouais, la tournée aura un nouveau sponsor qui est Pioneer Electronics. Et justement, les représentants ont signé un contrat d'exclusivité pour filmer le concert en laserdisc. Et c'est un support en fait de stockage optique qui offrait une qualité supérieure à la VHS. La fameuse VHS, la fameuse cassette que j'ai connue. Entre-temps, Madonna tourne Dick Tracy et elle a un grand regret parce qu'elle doit redevenir blonde. Elle voulait rester brune pour la tournée, mais elle change de couleur de cheveux pour respecter le personnage de Breathless Mahoney et la BD Dick Tracy. Alors tout ça c'est super, mais il faut maintenant penser à la conception du show. Et Madonna engage quelqu'un pour être son directeur artistique et pas n'importe qui. Une personne de sa famille qui est Christopher Chicone. Logan, est-ce que tu peux nous parler un peu de Christopher et de l'influence qu'il a eu sur le show? Alors, bah, Christopher, je pense que la plupart des gens le savent, hein, mais c'est le frère de Madonna. Donc, c'est lui qui a travaillé avec elle donc, sur cette tournée, justement, le Blonde Ambition Tour. Euh, Bah, disons que son frère, il a vraiment eu un certain impact parce que c'était quand même le directeur artistique. Donc, c'était lui, en fait, qui était qui était en charge voilà, de tout ce qui va être au niveau des designs, des choix artistiques, etc. Donc, bah, c'est la première fois d'ailleurs, je pense, sur une tournée où Madonna travaille avec un membre de sa famille, parce que c'était jamais arrivé avant. On avait l'habitude d'avoir des collaborateurs connus comme Patrick Leonard, etc. Sauf que là, bah, du coup, c'était complètement différent. Et Madonna, elle était quand même assez admirative de lui, hein, même à cette période-là, même si c'était pas forcément explicitement dit. Mais en tout cas, voilà, c'était la personne qui était en charge de s'occuper de tout le côté euh, artistique, comme j'ai dit. Donc, il était là présent au début jusqu'à la fin. Et il y a eu aussi des moments où justement, on pouvait voir ce que j'avais regardé une fois sur Internet par rapport à tout ça, on peut voir certaines choses qui ont été faites ensemble, etc. Donc, c'est assez intéressant. Je recommande aux gens de chercher ça. Vous cherchez sur le net, vous mettez Christopher Chicone avec Blonde Ambition Tour. Vous verrez, il y a plein de trucs intéressants à voir. Et d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé aussi, mais c'est lui qui avait fait la pochette de Like a Prayer, la version single, je crois. Ouais, parce que je me semblait qu'on en avait parlé de ça. Oui, bah, il avait déjà été aussi danseur avec elle, hein, avant. Mais pour moi, le travail le plus important qu'il ait fait avec elle, ça reste vraiment voilà, le Blonde Ambition Tour. 100%. Et vous pouvez même voir des moments avec eux ensemble dans le True for Dare, je crois, dans le documentaire. Oui, c'est le nom, True for Dare, donc c'est celui-ci. Oui. Et vous pouvez voir des scènes où ils sont ensemble, etc. Et voilà quoi. Très important. On peut le voir aussi dans le merchandising, notamment la fameuse nonne qu'il a fait. On peut imaginer que c'est une nonne ou une sœur qu'il a dessiné justement, comme tu dis, sur la pochette du Like a Prayer, qui a beaucoup servi dans le merchandising de cette tournée justement. Et on le voit beaucoup, on avait beaucoup vu on reconnaît d'ailleurs ses dessins lui, et je crois qu'aussi sur l'un des tableaux, on voit aussi un de ses dessins. Si on regarde. Oui. Sur religieux, on voit son travail. Je mets aussi une petite parenthèse sur juste un petit point. Tu parlais justement sur Pioneer qui a financé la tournée. Et il faut savoir qu'il n'y a pas eu de live officiel qui a été fait. Et malheureusement pour cette tournée-là, parce que tu parlais de budget, tu parlais justement de Pioneer qui avait acquis les droits. Visiblement, s'il n'y a pas eu à ce jour de vidéos, je dis officielles parce que bien évidemment il y en a qui sont sortis, il y a Barcelone, Nice et puis je crois qu'il y a celui de Tokyo au Japon, des laserdiscs qui ont été sortis. Visiblement à l'époque, les droits ont été bloqués parce que la boîte avait coulé, ils ont fait faillite. Et il paraît que c'est très difficile de pouvoir reprendre des droits.
Ce qui fait que ça a bloqué sur une sortie officielle de la tournée. Dommage. Par rapport à ça. Mais bon, on a quand même les shows en entier sur Mhm. YouTube pour se consoler. Oui, mais alors, après, moi j'aurais bien aimé qu'il puisse ressortir, parce que je pense que pour moi, c'est sa meilleure tournée, une restauration en 4K. Enfin, Ah voilà, oui. moi, c'était entière, et puis qu'elle fasse une sortie physique, quoi. Donc ça aurait été top. Ouais, complètement, ouais. J'aurais, Mmh. j'aurais, ouais. En tout cas, euh, en tout cas, directeur artistique sur une tournée comme ça, c'est vraiment, c'est immense hein, comme charge de travail. Hein. C'est pas rien. Hein. Oui. Parce que ça prend vraiment tout, ça englobe tout et ça prend tout en compte. Et je trouve ça intéressant justement qu'elle l'ait mise dans sa tournée parce que ça va un petit peu en rapport avec la chanson Keep It Together, hein, je trouve. Donc c'est intéressant. Mais on peut être fier d'une chose, en tout cas, c'est que quand on parle des droits des images qu'il y a eu, si on regarde bien les titres qui sont dans le True d'Art, dans son documentaire, les enregistrements des lives, ce sont ceux de Paris. Ne l'oublions Oui, pas. Oui, c'est vrai. oui. Donc on peut être fier de ça. C'est nous les Parisiens, enfin c'est nous les Français du moins, qui avons voilà, Cocorico. les vidéos. Et oui, donc c'est quand même une petite fierté malgré tout. Parce qu'en plus, moi, je me revois, ça a été, et je sais pourquoi, enfin, je me rappelle qu'à l'époque, quand je me suis dit, ok, c'est bien ceux de Paris, parce que tu avais le sponsor de l'A5, la chaîne l'A5 qui n'existe plus. Oui. Et on le voit souvent, tu vois les sponsors, c'est comme ça que Ah tu oui. grilles un petit peu à peu près où est-ce qu'était fait l'enregistrement. Et j'ai su comme ça que il y avait les deux sponsors Énergie et puis l'A5. Et je dis, waouh, génial, putain, c'est Paris, donc j'y étais, l'enregistrement que l'on a vu dans le documentaire. Voilà. Ça, en vrai, c'est génial, ça. La particularité aussi, ce sont ses cheveux. Peut-être que tu y reviendras. Elle avait les cheveux un peu plus courts sur Paris, ou les Oui. enregistrements sur Nice. Elle a les cheveux beaucoup plus longs, c'est sa dernière date. Et c'est là aussi, ça a été les points de repère que moi j'ai eu. Bon, en même temps, je suis coiffeur, peut-être que ça joue là-dessus. Ça a été les points de repère pour me dire que, ok, sa coiffure, sont beaucoup plus serrés sur Paris et puis sur Nice, ses cheveux étaient beaucoup plus longs. Bon, petite anecdote, je sais pas si c'est vraiment utile, mais voilà. Madonna a aussi besoin de danseurs, bien sûr pour le show, et elle fait passer des auditions à Los Angeles et New York. Et j'avais justement retrouvé un article du Los Angeles Times de 90 qui disait que les auditions ont été annoncées de prime abord dans un magazine nommé Daily Variety par la chorégraphe Carole Armitage, et ça s'est déroulé pendant 3 jours. Et l'annonce se lit de la façon suivante: audition ouverte aux danseurs masculins féroces qui savent ce qu'est le beat boy et le vogue. Les mauviettes et les wannabes ne doivent pas postuler. Et ça m'avait fait rire parce que c'est décalé et original, quoi. Alors, il y a deux danseurs du clip de Vogue, Luis Camacho et José Gutiérrez Extravaganza, qui ont été les premiers à être sélectionnés après avoir envoyé une vidéo à Madonna. Et après, il y a eu d'autres danseurs qui se sont ajoutés par la suite. Oliver Combs, Kevin Stea, Gabriel Troupin et Salim Golos. L'idée des auditions était de chercher des danseurs qui avaient une grande confiance en eux. Il faut d'ailleurs noter que Madonna a été l'une des premières artistes à engager des danseurs gays et noirs. Ça a souligné. Par ailleurs, C'est vrai. ouais, par ailleurs, il est dit que Madonna cherchait à combiner la performance artistique, mais aussi Broadway, le rock et le fashion. Et là, on commence déjà à avoir une petite idée de la direction artistique du show. Et pour créer les chorégraphies du show, Madonna et son frère engagent Vincent Patterson, qui est chorégraphe où à Broadway. Et c'est pas un choix anodin. C'est vrai. Eh oui. Alors les danseurs sont engagés, le directeur créatif aussi, mais qu'en est-il du stylisme? Madonna engage un certain JPG, Jean-Paul Gaultier, le célèbre styliste. C'est Madonna qui Ah a là là. contacté JPG en 89 et il a accepté étant un fan de la Madonna. Ils s'étaient rencontrés furtivement à la soirée donnée après son concert au Parc de Sceaux en 87, au bain-douche. Tu m'en parlais justement, Logan. Et voilà. Exactement. Et ça, tu vois, j'adore parce que quand tu parles de ces choses-là, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais des fois, il y a des timings dans la vie. Et genre, en ce moment, eh ben, bon, je n'ai pas envie de digresser un peu, mais
Mais il y a des choses voilà, sur lesquelles je suis retombé et tout me mène en ce moment au bain-douche à Paris. Et il faut savoir donc c'est une boîte de nuit qui a existé et qui maintenant n'est plus du tout, qui a existé sur Paris. Et en fait, c'est là où vous aviez vraiment un petit peu les célébrités voilà, françaises qui y allaient. Quoi. Et c'était pas n'importe qui. On pouvait retrouver Gainsbourg, Sophie Favier, des personnes de la télévision. D'ailleurs, c'est là où aussi le DJ Stéphane Pompougnac a démarré sa carrière. Et ça, c'est très important que j'en parle parce qu'on en reparlera quand ce sera à l'époque de Music. Mais c'est important de le notifier. En tout cas, voilà, il y avait aussi des fois Jean-Paul Gaultier. Et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de covers des années 2000, de compilations, etc., qui, en fait, sont inspirés de ce que vous pouvez retrouver là-bas. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de liens obscurs comme ça. Et je suis retombé dessus voilà, en faisant mes propres recherches, en faisant ce que je fais d'habitude. Mais c'est intéressant, voilà, parce que les bains, c'était quand même un endroit où il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Et Madonna, il y retournait souvent, même à l'époque de Bedtime Stories. Donc, voilà. J'ai eu la chance d'y aller aussi. C'est vrai? Ouais, j'y suis allé vers la fin. C'était pas non plus la grosse période parce que faut savoir que dans les nuits parisiennes, bon, il y a eu le Palace qui a été fin 70, tout début 80, où là, tu as tout le Gotha, toute la clique des célébrités, où fallait aller là-bas. Et ensuite, après le Palace, il y a eu justement au milieu 80 les fameux bains-douches. Les bains-douches où il y a vraiment une piscine à l'intérieur, c'était vraiment ça, puisque c'était vraiment des bains-douches à l'époque, qui s'est transformé ensuite en club, où ça a fait le carton de beaucoup de... tout le Gotha parisien aussi qui allait là-bas. Et ensuite, fin 80 ou début 90, il y a une mouvance aussi avec le Palace qui a essayé de résister un petit peu, mais qui s'essoufflait. Mais effectivement, Gaultier l'a beaucoup fréquenté comme beaucoup de gens. Et c'était l'endroit où il fallait être au milieu des années 80. Exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses intéressantes par rapport au bain-douche et je pense que ce sera pertinent de pouvoir en discuter un peu plus tard après. Mais c'est... il y avait aussi une histoire avec, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Jean-Louis Coste, le monsieur qui a créé du coup l'hôtel Coste, hein, qui avait des parts de cette boîte de nuit. Si je ne dis pas de bêtises, donc à reconfirmer. Et je pense que c'est comme ça, donc forcément qu'il a dû avoir des contacts avec Stéphane Pompougnac, comme j'ai expliqué, que c'est comme ça qu'après ils se sont fait ces compiles. Parce qu'elles ont eu un certain impact hein, sur Madonna, on en reparlera plus tard, mais c'était elle aussi qui les a propulsés, donc c'était... Il y a beaucoup de liens obscurs comme ça, mais c'est assez intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Oui. Alors Gaultier et Madonna ont mis 3 mois à confectionner les costumes du show. Et d'ailleurs, on peut voir dans les premiers croquis de Gaultier que Madonna était brune à la base. Madonna a une idée claire des costumes qu'elle veut. Elle veut notamment des références à Cabaret de Bob Fosse, mettant en scène Lisa Minnelli, ainsi que la chaise, le chapeau melon, etc. Mais aussi au film Orange Mécanique, le célèbre film de Stanley Kubrick, des références à Sid Chavis, avec ses body à sequins et strass, sur la partie Dick Tracy. Sid Chavis est une actrice de comédie musicale, entre autres, des années 50. Et qu'on retrouve aussi l'inspiration du film Metropolis de Fritz Lang, qui a servi d'inspiration pour le clip de Express Yourself. Il y a aussi des inspirations liées à Lempicka, une artiste peintre, qui, justement, était représentée dans le clip d'Open Your Heart, etc., etc. Et justement, Gaultier et Madonna collaboreront de maintes fois par la suite, notamment à l'occasion des tournées de la Madone. Est-ce que vous êtes fan, messieurs, des tenues qu'il a fait, Gaultier, pour les tournées de Madonna, globalement? Oui. Oui, il a créé une icône aussi avec ces fameux corsets pointus, au sein pointu. Oui. D'ailleurs, faut préciser pour cette tournée de Blonde Redemption Tour, il n'y a pas eu qu'un seul corset. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. On a tendance à oublier celui de Like a Prayer, de Like a Virgin. Mais il en a confectionné deux. Évidemment, le premier reste celui qui est le plus iconique de ces tenues. Mais il y a une chanson qui est, je crois que c'est Causing Commotion, où elle a un t-shirt de Jean-Paul Gaultier avec des rayures diagonales, si je crois que c'est jaune et rouge. Et ben, faut savoir que ça faisait partie de sa collection qui avait sorti durant ce printemps-été, qui faisait partie d'une de ses collections. C'est le t-shirt à manches longues moulant, où il y a une capuche, où elle danse avec des gants.
Et, ben, il y avait une collection, j'en ai acheté un à l'époque. Mhm. Bon, ça m'a coûté un bras, bien évidemment, parce qu'acheter un t-shirt gothique quand t'as 18 ans. Mais ça a été évidemment Gauthier a des tenues qui jusqu'à aujourd'hui restent iconiques. Hein. C'est et c'est évidemment grâce à Gauthier aussi, Madonna est devenue iconique aussi avec bah, jusqu'à aujourd'hui quand on représente Madonna, hein, c'est le corset. Oui, Hein, c'est c'est ça. ça qu'on parle hein, Oui. quand on parle de Madonna et de ses fringues. Hein. Je voulais en parler justement du fait que ça l'a complètement iconographié, je crois. Je sais pas si c'est le bon terme, mais Iconifié, ouais. iconifié, voilà. Pardon. Ouais. Ouais, pardon. Ouh là là. Et ouais, bah c'est ça. Et c'est intéressant parce que ça fait enfin, elle a marqué vraiment l'esprit des gens à plusieurs époques parce que avant le Blonde Ambition Tour, c'était vraiment la tenue de mariée, voilà, typique de Like a Virgin. Puis une fois que le Blonde Ambition Tour est arrivé, bah c'est Madonna avec son corset de Jean-Paul Gaultier avec la longue chevelure blonde et la queue de cheval, quoi. Donc c'est devenu quelque chose d'absolument Mm. mythique. Et puis enfin, ça a marqué les gens, ni plus ni moins. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que on retrouve après ça beaucoup chez les pop stars actuelles, le fait qu'elles aient toujours des looks, des choses qui essayent en fait de les démarquer. Comme ça, on se rappelle d'elles. Et c'est assez intéressant que Madonna, justement, bah, elle a réussi à le perpétuer au fur et à mesure de sa carrière. Hein. C'était encore une étape, voilà, une étape dans le chemin. Mais d'ailleurs, il y a un documentaire qui est... Alors c'est vrai qu'on se rappelle. Oui. Pardon. Ah Non, oui, je t'en pardon. prie, termine. Et oui, voilà, juste pour terminer, il y a un documentaire qui existe où d'ailleurs je crois qu'il y a Florence Foresti qui s'exprime d'ailleurs dessus sur Madonna. Et vous avez aussi Jean-Paul Gaultier qui parle et qui explique la création un peu de ce corset mythique, voilà, comme quoi c'était une symbolique de pouvoir performer un habit qui à l'origine était bah, enfin, oui, c'est un costume qu'un homme pourrait porter. Et qu'en fait, vous voyez les pointes comme ça qui viennent jaillir du costume, etc. Enfin, il y a il y a toute une symbolique, voilà, de prise de position de pouvoir par rapport au sexe, etc. Donc c'est intéressant. C'est pas anodin, rien n'est anodin, mais faut regarder. Ouais. Moi, je recommande. Si jamais vous voyez ce documentaire, regardez-le. Sans prendre. Quand tu parles justement quand tu parles des tenues justement ou dans Express Yourself, elle est habillée avec un costume. Ça aussi. Bon, le costume, c'est Yves Saint Laurent qui a été le premier couturier il me semble, à avoir créé un costume pour femme. Donc ça n'a pas Mhm. été Madonna. Mais encore une fois, là, Madonna, elle veut montrer aussi qu'elle peut aussi autant dominer que les hommes et Oui. qu'elle se met à égalité avec eux. Et d'ailleurs, alors je suis pas certain, mais à l'époque, je m'étais renseigné dans son clip et dans l'intro du Express Yourself, elle porte un monocle ou des monocles, enfin en même temps c'est Oui, un un monocle, monocle. Oui. voilà. Alors, paraît-il que c'est une référence donc aux années 20 où Oui. il y avait deux références là-dessus. Un, c'est le côté que c'était un peu tous les riches qui en portaient pour montrer une domination masculine. Alors, est-ce que c'est cette référence-là ou pas? Ou la deuxième, alors là, je vais encore plus loin, c'est lorsque les lesbiennes, elles le portaient pour parodier les hommes, et ça leur permettrait ça leur permettait aussi de pouvoir se reconnaître Oh, entre elles Oui. quand elles mettaient J'avais les entendu parler de ça aussi. Ouais. je Ouais, savais ouais. pas. la petite. Donc, Bon, ben, je pense que les deux cas de figure lui vont en Oui, vrai. Hein. ouais, c'est c'est clair, sûr. clair. Pour le coup, ça lui va, je pense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et pour sa coiffure, parce qu'elle a quand même fait deux coiffures différentes, la partie Japon et je crois même les États-Unis. Il n'y a qu'en Europe où elle a les cheveux bouclés. Oui. Paraît-il qu'en fin de compte, ça lui tirait trop les cheveux. Ses cheveux se prenaient trop dans le Le- micro aussi. Il y a aussi les colorations, les Ah, extensions aussi qui faisaient que, bah, voilà, pour l'Europe, elle préférait couper ses cheveux, quoi. Avoir des cheveux bouclés. D'ailleurs, on en reparlera, je pense, quand on parlera d'Express Yourself, la performance, mais ça a inspiré énormément d'artistes, même encore aujourd'hui. Hein. ouais. Je pense notamment à Christina Aguilera pour l'album Bionic,
elle avait réutilisé des tenues, etc., des choses qui faisaient penser justement à Express Yourself et tous les vêtements que Madonna avait portés justement. Donc il y a pas mal de choses comme ça elle a vraiment eu son impact, mais Complètement. pas que sur le monde, hein. C'est aussi surtout dans l'industrie de la musique. Quand on parle de révolution, on y est là, hein. La révolution blonde, hein. Ah oui, elle était précurseur dans beaucoup de choses. Ouais, je voulais juste dire une petite chose, petite précision en plus, mais je bégaye ce soir, je sais pas ce que j'ai. La coiffure, genre les bouclettes, etc., ça me rappelle beaucoup Marilyn Monroe aussi. Et puis même s'il va dans ce Oui, sens-là, il y regarde a son ça aussi. maquillage, hein. C'est très Marilyn, hein. L'eyeliner Oui, aussi, épais bien au-dessus sûr. des yeux, c'est très 60s comme très 50, très 60, en maquillage de Marilyn. C'est vrai. Alors, qu'en est-il de la scène? La construction de la scène a coûté la modique somme de 2 millions de dollars et a nécessité une centaine de membres de l'équipe pour la monter et la démonter chaque soir, ainsi que 18 camions pour la transporter, ce qui est énorme. Afin de réaliser le design de chaque décor du show, de chaque section du show, Madonna et son frère Christopher ont étudié l'architecture et le design des années 20, 30 et 40. Sinon, j'ai deux petites anecdotes. Le show a été répété au studio Walt Disney à Burbank en Californie et ça m'a fait rire. Oui, oui, Et oui, oui, comme oui, là-bas, oui. Je voulais le dire, mais oui. je t'ai devancé. Oui. Et je suis tombé sur une anecdote qu'un nom a été donné à un type de micro en référence à Madonna. C'est le Madonna Mic. Alors je sais pas si vous saviez, mais Madonna durant le show, elle utilise un micro casque pour pouvoir bouger rapidement et le casque est fixé sur les oreilles ou sur le dessus de la tête. Et la capsule du micro est quant à elle mise sur un bras qui s'étend jusqu'à la bouche. Et ce type de micro a été tellement important et démocratisé et tout, peut-être par Madonna, je sais pas, dans cette tournée, que les pros ont appelé le micro le Madonna Mic. Et quand je parle de pros, je parle aussi des commentateurs sportifs, etc. J'étais notamment tombé sur un article de The Independent dans lequel un commentateur sportif de tennis parlait de ce micro en disant « J'utilise ce que j'appelle un Madonna Mic. » Et en gros, ce micro vous laisse les deux mains libres. Donc moi ça m'avait étonné, on va dire, un peu amusé, mais donc voilà, reine du tennis et reine du micro. On peut dire d'ailleurs l'évolution d'ailleurs de ce micro-là, quand on regardait justement au Nation Tour, elle avait vraiment presque un gros micro. Quand on le compare maintenant, ou même ses dernières tournées, le fil est beaucoup plus fin. Donc c'est vrai que la prouesse technologique nous fait voir aussi que les micros d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus esthétiques que ceux du Blonde Ambition Tour, quoi. Malgré tout. Oui, bien sûr. Bah, justement, ça marque, je pense, le côté récent et nouveau de la technologie à cette C'est ça, époque-là. exactement. Oui. Ouais, c'est clair. Mais c'est stylé, en vrai, je trouve, comme micro, comme ça, hein. Ouais, et même le surnom du micro montre qu'elle a vraiment marqué. Oui, bah oui, Ouais. c'est vrai. Non, mais moi aussi j'ai découvert ça en faisant mes recherches. Ce qui fait vraiment le sel, la particularité du Blonde Ambition Tour, c'est sa narration, on va dire, la manière dont l'histoire du show est racontée. Cool. Du coup, Olivier, est-ce que le Blonde Ambition Tour, c'était pas ton premier concert ever? Tout court. T'avais vu celui de Michael Jackson auparavant? T'avais vu d'autres auparavant aussi? Avant celui de MJ? Non, parce que je te rappelle que j'avais 17 ans quand j'ai été voir celui de Ah oui. Madonna. Donc on est en 90, je suis né en 73. Ouais, ça fait 17 ans. Et en Ouais. 87 déjà, j'avais pu voir Michael Jackson au Parc des Princes à l'époque. C'était mon premier grand show. Mais Madonna, ça a été. Je pense que quand t'es fan, quand tu vois l'artiste, et puis je pense que comme tout concert, quand tu claques le premier titre, et puis il faut savoir que la scénographie de London Ocean Tour, elle démarre. Bon, je pense que tu vas sûrement y revenir, quoi. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est un grand show. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand tu arrives quand je suis arrivé à Bercy, la scène elle est toute petite, il y a rien, il y a pas de lumière, et c'est justement quand le show démarre, qui est très long à démarrer d'ailleurs, mais c'est à ce moment-là où c'est super beau parce que tout se transforme. Si tu veux, ça, t'as les Transformers, tu vois si tu prends les robots qui se transforment là c'est exactement pareil. T'as une petite scène et d'un seul coup la scène se transforme, elle s'agrandit, elle s'ouvre et pourtant on n'a pas des LED, on n'a pas des écrans géants. Et ben c'était juste génial, quoi. Le show est divisé en plusieurs sections, plusieurs actes, donc 5 pour être précis. Le premier c'est Metropolis, le deuxième c'est Walija, le troisième c'est Dick Tracy, le quatrième c'est Art Deco, et un encore
quand l'artiste revient et fait quelques chansons. Donc on détaillera ces sections plus tard, mais toujours est-il que Madonna mélange ici la danse, le Ouais, chant et Metropolis. la théâtralité, sous couvert bien sûr de provocation et de messages engagés. Madonna a parlé de la structure du show en disant, je cite, j'ai essayé de faire en sorte que le spectacle s'adapte à ma courte durée d'attention. Ça m'avait fait rire, ça. Nous avons assemblé les chansons de manière à ce qu'il y ait un arc émotionnel dans le spectacle. J'ai essentiellement pensé à des vignettes pour chaque chanson. Donc clairement, c'est un concert qui a détonné à l'époque, quoi, qui s'est vraiment démarqué des autres. Et elle voulait vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Parce qu'à l'époque, les concerts étaient des successions de chansons sans vraiment de logique, avec quelques jeux de lumière et des chorégraphies. Mais là, Madonna veut quelque chose de fondamentalement différent et marquant. Et d'ailleurs, elle avait parlé du concert en disant, Oui. il est beaucoup plus théâtral que tout ce que j'ai fait auparavant, jusqu'à présent. Je sais que je ne suis pas la meilleure chanteuse et je sais que je ne suis pas la meilleure danseuse, mais je veux pousser les gens à bout et être aussi provocatrice que je veux. L'objectif de cette tournée est de briser les tabous inutiles. Et elle a réussi, si l'on peut dire. On sait qu'une certaine performance va hérisser les poils du pape, entre autres. Et ça, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, l'utilisation du playback durant le show avait dérangé les gens, et plus particulièrement les Américains à l'époque. Ça avait même fait l'objet d'un reportage de la 5 en 90. Écoutez. Madonna va devoir payer 50 000 $ d'amende, c'est ce que les Américains lui promettent pour très bientôt. Raison de cet acharnement contre la petite chanteuse italo-américaine, elle chante en playback, et ça ne se fait pas au pays du rock'n'roll pur et dur. Pour lutter contre ces artistes à l'amant qui utilisent les bandes préenregistrées en concert, les États de New York, du New Jersey et de Californie mettent au point des lois anti-playback. De 5 000 à 50 000 $ d'amende, voilà de quoi en inquiéter quelques-uns. Pas de souci en tous les cas pour la jolie blonde, 50 000 $, ce n'est qu'une goutte d'eau dans son océan de billets verts, un océan qui s'est encore rempli un peu plus dimanche soir lors de son concert à Nice, le dernier de sa tournée mondiale. 30 000 spectateurs et 45 millions de téléspectateurs, à plus de 200 francs la place, calculez vous-même. Le caméraman de la 5, lui, a bien tenté de compter, mais les sommes lui ont fait tourner la tête. Les Américains ne plaisantent pas avec le playback. Le playback était notamment présent sur Vogue et Where's the Party. Plaisantait pas. Dire que plaisantait, on peut le dire au passé, parce que maintenant, bon, bah, en fait, c'est tout à fait normal. On peut pas prétendre faire des chorégraphies, des jeux de scène, etc. Et puis en même temps, chanter en live, c'est très difficile. Très, très difficile de le faire. Alors, j'y connais que dalle, mais on le voit bien de toutes les façons. Quand elles sont projetées en arrière, elles sont soulevées, ils font des roulades, des choses comme ça, c'est pas possible de chanter. Ou alors faut chanter faux, quoi. Mais donc ça me paraît logique. Mais bon, de toute manière, Madonna, on sait très bien que ça n'a jamais été une grande chanteuse. On va la voir pour son show, on va pas la voir pour sa voix. C'est pas comme Céline Dion ou Adèle, par exemple. Après, ceci dit, je trouve qu'elle fait quand même le taf, hein, niveau chant, niveau voix. Bon, c'est pas forcément un truc sur lequel je vais digresser, mais voilà, genre moi je trouve que même avec Creoflight ou même ses débuts, enfin, moi j'ai pas vraiment grand chose à redire dessus. J'ai noté l'évolution, mais après ça me choque pas tant que ça, hein. Moi je pense que c'est parce que c'est Madonna et qu'elle a tellement touché à tellement de choses qui se disent voilà, bon, moi on peut la tacler sur ça, tu vois, genre c'est vraiment parce que je trouve que c'est pas très important au final avec tout ce qu'elle a donné, tout ce qu'elle a fait, c'est pas de toute façon elle a le paquet Tu la vois pour son spectacle, encore une fois, tu la vois pas pour sa voix. Enfin, moi ça a été ça. Tu la vois pour son show, quoi. C'est pour ça que tu vas la voir, hein. C'est pas pour l'entendre chanter. Enfin, qu'on lui pardonne, quoi, parce que effectivement tout a été retravaillé, mais il y a des fois elle chantait faux, hein. Enfin, notamment là, juste. Ouais, j'avais vu des trucs comme ça. Dans le documentaire où il y a justement Florence Foresti qui parle, hein, elle explique aussi, donc c'est marrant. Mais je veux dire, voilà, au niveau peut-être genre album studio, etc. Moi personnellement, ça m'a jamais traversé l'esprit, je veux dire, genre du tout. Mais après, bon, c'est moi, hein, mais voilà. Alors la tournée commence le 13 avril 90 à Chiba au Japon, pour se terminer le 5 août 90 à Nice, Cocorico. Au total, il y aura 57 dates. Et la tournée aura un impact massif sur la pop culture. D'après Sal Cinquemani, en mai dernier, dans Billboard, il dit qu'avec ses costumes élaborés par le créateur français Jean-Paul Gaultier, ses décors dignes de Broadway, conçus par Christopher Chicon, et son arc quasi narratif, la tournée Blonde Ambition est le modèle type du concert pop moderne. Le spectacle est tristement célèbre pour avoir permis à Madonna d'exorciser la culpabilité de son éducation catholique,
Le segment Religious, qui commençait par une simulation de masturbation de la chanteuse et se terminait par une confrontation au jugement des figures d'autorité masculine de sa vie, entre parenthèses son père, le pape ou encore Dieu, est l'un des moments les plus audacieux et les plus impeccablement exécutés de l'histoire de la mise en scène des tournées. Et je pense que cette citation dit tout, que tout est dit. Oui. D'ailleurs, ça me surprend. Franchement, quand j'ai vu la première fois de ma vie le Blonde Ambition Tour, j'avais pas compris pourquoi est-ce qu'elle avait pas mis la séquence de masturbation, etc. sur le lit au même moment que Express Yourself, parce que ça aurait tellement eu du sens pour moi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça va un petit peu avec le côté, voilà, la prise de pouvoir, le contrôle et le fait que, genre, qu'elle mette ces choses-là en avant, quoi. Je trouve que dans la thématique, ça a sa place. Voilà. Oui, Mais après, il y a quand même eu, enfin, de toute manière, on sait, hein, elle a relevé, elle a relevé des tabous qui étaient très importants, l'homosexualité, la religion, la masturbation, enfin, tout ça avec ces danseurs noirs et homos. Bon, forcément, là, on a tous les ingrédients pour bien justement choquer à l'époque et déranger un petit peu, même si c'était pas pour choquer, mais c'était vraiment pour déranger et faire passer des messages, ouais, c'est sûr. Là où ça m'a un peu dérangé quand même lors du spectacle, c'est que quand elle parle à son public, elle parle très peu, mais des fois quand elle parlait, elle était très vulgaire. Mhm. Il y a eu 2 passages, notamment avec Dick Tracy, peut-être que tu vas en venir après. Ah oui. Tu verras que j'ai passé des Voilà, donc je extraits n'en à un dis pas moment. plus. Et là, c'était l'époque Le gars justement où qui- moi j'étais un peu choqué justement qui par fait Just ça, a oui. Family Love Erotica, qu'elle était un peu vulgaire. Et là, au concert, c'était aussi la première artiste que je vois qui parlait comme nous quand on était dans la cour de récré, quoi. D'une grosse fierté, mais c'était waouh. Et puis en plus, elle le disait en français. Putain, waouh, bravo, quoi. Ah bah oui. Mhm. Voilà. C'est vrai, c'est très très vrai parce que Ouais. je voulais en parler de ça aussi. La vulgarité, elle était vraiment déchaînée, hein. Pour le coup, j'étais en mode genre waouh. Je me souviens quand j'ai vu des extraits, etc. Je la voyais, elle parlait, je disais des trucs, je me suis dit mais c'est pas possible. D'ailleurs, Alex il m'a envoyé un truc comme ça là récemment, ça m'a fait rire. Je me suis dit punaise, c'est vrai qu'elle a dit ça et j'avais complètement oublié. Et je me souviens que j'avais utilisé un petit peu de ses propos et tout des fois sur les réseaux parce que je trouvais ça rigolo. Notamment le est-ce que vous êtes prêts et que tout le monde dit oui. Et puis après, elle dit encore des choses vulgaires. Et ça me fait rire parce qu'elle communique en français avec les gens, c'est rigolo. Elle parle français, ouais, un peu. Ouais, un tout petit peu, ouais. Ouais. Et enfin, comment ne pas parler du concert sans parler de la venue de Madonna en France? Madonna était venue à l'occasion à Paris, à Bercy, et TF1 avait consacré un reportage sur sa venue à cette occasion. Écoutez. Tantôt dans le vent, tantôt rétro, la toujours jeune Louise Ciccone a enchaîné ses tubes à danser comme on enfile des perles. Elle s'est même payé le luxe, avec l'aplomb qu'on lui connaît, de faire passer ici et là un brin de vulgarité sexy. Bien plus convaincante sur scène qu'il y a 3 ans au Parc de Sceaux, elle prouve qu'elle n'est pas seulement bonne à faire des disques. Un concert de Madonna, c'est pétillant, léger et très contagieux. Il a tout résumé, je trouve. Madonna était aussi venue à Nice. Et c'est d'ailleurs le concert de Nice qui a été enregistré pour une diffusion sur HBO. Ça avait été aussi sorti exclusivement sur Laserdisc, sous le nom Blonde Ambition World Tour Live. Et je vous propose aussi d'écouter un reportage de la 5 qui parle du concert de Madonna à Nice. Écoutez, de M6, pardon. Madonna sur scène, c'est un torrent de lave en fusion. Hors de scène, c'est ce petit bout de bonne femme qui fait son jogging au Cap d'Antibes et que le caméraman de la 5, Jean-Claude Elfassi, poursuit jusqu'à tomber de son camion. C'est pour elle que seront déployées 140 tonnes de matériel venu de toute l'Europe, dernière partie de cette tournée mondiale. C'est pour elle que sont installés dans des coulisses que nous sommes les seuls autorisés à vous montrer ces décors, cette scène gigantesque, cette forêt de projecteurs, une Madonna assez pro pour répéter une dernière fois devant le stade vide. C'est pour elle qu'ils ont attendu 6 heures sous la canicule, les inconditionnels, les allumés, les fétichistes, avant d'envahir la belle pelouse du stade de l'Ouest, bientôt piétinée par 30 000 spectateurs. C'est pour elle que cette véritable usine a transmis en direct les images par satellite à 45 millions de téléspectateurs américains. Ce dernier show, où le rock n'est plus prépondérant, semble démontrer que l'ambition de la blonde est peut-être de finir elle aussi meneuse de revue à Las Vegas. J'adore retrouver des archives comme ça. Ouais, moi aussi j'aime bien, c'est marrant. Encore une fois, l'engouement du public était fort ce soir-là avec 30 000 spectateurs.
Eh bien, C'était la toute dernière date de la tournée. Alors, petite question pour toi, Olivier. Est-ce que tu te rappelles de la première partie du concert à Paris, à Bercy? Première partie, bah, évidemment, et c'est Expresso Self, ça ne peut. D'ailleurs, c'est ce que je me souviens le plus, cette partie-là. Non, de la première partie, c'est-à-dire les artistes qui sont là avant que Madonna arrive. Bah non, figure-toi que j'ai essayé de réfléchir, je me Ah. souviens pas. Je me souviens plus qui Pourtant, c'était. c'est un groupe de rap connu. Eh ben, je me souviens de la première partie de Michael Jackson au Parc des Princes, c'était Kim Wilde, où là j'avais adoré, elle était super belle. Ouais. Mais bon, on est hors sujet. Là, Madonna, alors si tu me parles du rap, en 1990, c'est un groupe de rap. Donc, Ouais. et qui à l'époque? Qui aime danser le mien? Ah oui, oui, comment il s'appelle? Oui, I Am. I Am, voilà. Ah oui, Eh oui. ah, Et oui, c'était I bah. Am. Eh oui, j'adore cette chanson d'ailleurs. Mais ouais, pareil. Mais Akhenaton, le rappeur, n'a pas gardé un bon souvenir de ça. Il a confié dans une interview accordée à Voici en 2022: c'était horrible, on était jetés en pâture au public, on ne nous a pas laissé faire les balances et Madonna ne nous a pas dit bonjour. Voilà, ça en dit long. Hein. Est-ce que c'était Ouais. pas le même public aussi? Bon, il faut se poser la question, peut-être. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Le rap, bon, ouais, Peut-être. c'est pas la même chose que ce qu'a pu faire. Que de la pop. La pop. Pas la même cible, je sais pas. Oui, je pense Ouais. pas que le public était réceptif à ça en vrai, parce qu'ils surtout ils venaient pour voir Mado quoi. Ça, bah voilà. En tout cas, moi, tu parlais des JT. Ouais. Moi, je suis hyper content parce qu'on me voit dans un des JT d'archives. C'est celui de France 2, enfin à l'époque Antenne 2. Oh, Et oui, on me voit là à la fin. Et je me rappelais pas que j'avais acheté toute la panoplie. C'est-à-dire que là, j'avais la casquette, j'avais l'écharpe, j'avais mis sur la tête et j'avais mis le t-shirt aussi. Le t-shirt de Express Yourself quand on la voit de dos et qu'elle se retourne. Et j'avais toute la panoplie. Je me souviens que ils interviewaient justement les spectateurs à la fin du spectacle. Et voilà, j'étais sur comme tout spectateur, on était sur un petit nuage. Et je criais, j'étais content, j'étais ouf. Et puis, on me voit, quoi. C'est cool, ça m'a fait un bon petit souvenir. c'est sûr. Et il est visible sur Internet, juste sur Dailymotion, on le Ouais, retrouve. c'est cool. Ce serait stylé qu'on puisse le mettre sur Insta après Ok. le petit passage et tout. Bah, je pourrais te l'envoyer. Ouais. C'est vrai que je suis jamais sur Dailymotion, donc j'ai raté ça. Ok, bah, je t'enverrai, j'ai la vidéo de toute manière. Je suis enregistré. Bah, ça marche. Merci beaucoup. Bon, messieurs, je crois qu'on a bien fait le tour des coulisses de la préparation de la tournée. Êtes-vous prêts pour analyser le concert? Oui. Bon, allez, c'est parti. Alors, le concert commence avec une introduction assez longue et assez sombre. Et c'est là que Madonna, Louise Veronica Chicone, arrive par un ascenseur sur scène. I just wanna know one thing. Ask it to quoi à l'amour. 'Cause I got something to say about it. And it goes something like this. Don't look for the second best, baby. Put your love to the test. You know you got to make him express how it feels. And baby, then you know your love is real. J'adore me l'entendre chanter. Alors, on voit dans Tu l'as encore entendu là? Oui, oui. Oh là 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 là. Je vais garder au montage. Non. Alors, c'est une intro, comme je l'ai dit, assez longue et sombre, durant laquelle on voit des esclaves, hein, des travailleurs enchaînés. Et ça rappelle justement le clip d'Express Yourself. Et là, Madonna apparaît sur une plateforme, comme je l'ai dit. Elle arrive en haut d'un escalier par un ascenseur et elle capte l'attention de par son charisme et son assurance sur scène. Et toi, Olivier, comment tu as vécu ce début de show avec cette intro sombre et ce début de chanson? Et c'était hyper long, c'était insoutenable. C'était une adrénaline Ouais. qui montait au fur et à mesure. On était super impatients. Tu sais, quand t'attends une artiste, d'ailleurs toutes les introductions, quand c'est hyper long, ça monte en toi. Et ça t'excite encore plus. Et c'était Ah oui. juste magnifique. Puis surtout, c'était cette scène qui s'agrandissait. Et tu Ouais. voyais toute la machinerie qui se mettait en route. Et c'était fabuleux.
je crois bien que on a tous éclaté en danse et on a commencé à crier au moment où tu as le premier tempo qui arrive. Là, tu as les danseurs qui commencent à danser. On était fous, là, je crois bien qu'on était fous. Et ça a été, c'était vraiment très très beau. Parce que c'est vraiment très progressif. Et je crois bien que c'est extrêmement long, parce que je crois bien qu'on est sur 2 minutes peut-être d'intro de machinerie qu'on entend. Oui, C'est ça, 2 minutes à peu près. Ouais, j'ai raccourci pour le coup. Voilà, donc c'est super long. Parce que la scène, elle s'agrandit, on voit l'escalier qui commence à se montrer. T'as de chaque côté, la scène, elle s'agrandit de chaque côté. C'est essentiellement de chaque côté, puis t'as les jeux de lumière. Il y a juste qu'on pouvait voir, c'était la croix de l'accueillir du plateau religieux. Celle-ci, tu la voyais, elle était tout en haut. Mais ça, de toute manière, j'ai toujours adoré dans les concerts de regarder un petit peu les coulisses, vous pouvez un peu voir les décors qui sont pas censés être vus. Et on voit quand même que la croix de biais, elle était tout en haut, avant d'être utilisée dans l'un des tableaux plus tard. Ça n'a pas bougé. Ouais. Mais tout le reste, c'était juste magnifique, quoi. Moi, j'adore cette performance parce que elle apostrophe le public, en fait. Elle parle en français. Le propos féministe de la chanson s'est renforcé par la présence de Donna et Nikki, des choristes et danseuses de Madonna. Et moi, je suis content qu'elles aient passé, on va dire, un step, une étape supérieure, et qu'elles passent de simples choristes en arrière-plan dans la tournée précédente à danseuses. Et je trouve qu'elles forment vraiment un beau trio, elle et Madonna. C'est vrai. C'est Mhm. vrai. C'est vrai, et en plus, elle a pas hésité à les rajouter encore après pour d'autres de ses concerts. Hein. Je pense notamment au Drone World Tour aussi, qu'elles étaient présentes dans la section Pimp Au Girly Show, non? aussi. Si je dis pas de bêtises, normalement, oui. Girly Show aussi, oui. Ouais. C'était presque un groupe, hein. Au final, c'était Madonna et ses girls band, quoi. D'ailleurs, dommage que dans son Celebration Tour, la dernière tournée, elles étaient juste invitées, même pas invitées, on les voit dans le public. Et ça aurait été sympa qu'elle aurait pu faire un petit clin d'œil à ces deux causes. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait faire un petit duo ou un truc avec elle. Non, pas du tout. Bon. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens aussi qui ont fait cette remarque-là, mais je pense qu'après, on n'est pas dans leur relation, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais bon. C'est vrai que ça aurait été sympa, juste pour la culture. Mais après, Madonna, Madonna regarde devant elle. Hein. Je pense que le passé, c'est le passé. Elle fait des comebacks, mais des clins d'œil, mais c'est quelqu'un qui, je pense, qui a besoin tout le temps comme le principe de sa tournée Invention de Tour. Elle a besoin de se réinventer à chaque fois. Ça fait partie du passé, voilà quoi. C'est vrai qu'elle est dans ce style-là de tour. Elle est toujours vers l'avant. En fait, c'est pas quelqu'un qui va revenir en arrière et se dire ah c'est vrai que j'ai fait ça et avec un certain aspect ou se remettre avec les mêmes personnes avec qui elle a travaillé. Elle change tout le temps son cercle dès qu'elle peut. Puis elle n'hésite pas. Hein. Excepté ses producteurs, enfin ses musiciens, Mirwais et puis Stewart Price. Oui. Elle est quand même repris quoi. Il faut pas oublier durant cette performance que Madonna dévoile le fameux corset, un corset de satin rose pâle. Et en quoi, messieurs, ce corset a marqué les esprits à l'époque? C'est une question que tu nous poses? Bonne question. Pourquoi ça a tant marqué les esprits à l'époque? En quoi ça a marqué la pop culture même? Je pense que c'est parce que ça transfère, non? Bah, moi je pense que peut-être qu'aussi un corset c'est quelque chose que tu mets, c'est un sous-vêtement féminin. Oui. Clairement, donc c'est quelque chose que tu caches, c'est pas un vêtement que tu montres. Notamment on voit les porte-jartelles, les bretelles de porte-jartelles, pas les porte-jartelles, pardon, les bretelles de porte-jartelles. On est de l'ordre de l'intimiste là. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui ne se montre pas. C'est comme si tu mettais des soutiens-gorge. D'autant plus que comme ils sont pointus en plus, je sais pas, il y a peut-être un côté provocateur déjà dans la tenue, pour l'époque, encore une fois. Moi, ça fait penser... Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Je disais que ça me faisait penser aussi au pin-up parce que justement à l'époque elles étaient très accentuées sur des seins pointus, etc. Donc c'était un certain modèle imagé, on va dire. Enfin c'était une symbolique, mais ça rejoint un peu le côté un peu Marilyn Monroe, etc. pour moi, hein, de mon point de vue. Ça m'y fait toujours penser, c'est un petit peu pareil, quoi. Et de toutes les façons, enfin, après ça c'est Jean-Paul Gaultier, là. Je pense que c'est moins Madonna qui a apporté ce corset au sein pointu. Visiblement, je crois bien qu'il avait fait ça pour son ourson, son ourson de peluche qu'il avait petit. Il lui avait fait des cônes en soutien-gorge. Et c'est quelque chose qu'il avait créé quand il était plus jeune et donc
qu'elle a proposé à Madonna. Donc ça, c'est pas l'idée de Madonna, c'est vraiment Jean-Paul Gaultier qui a apporté ça à Madonna. Madonna se l'a approprié, bien évidemment. Jean-Paul Gaultier est revenu sur le fameux corset en disant elle savait ce qu'elle voulait un costume à rayures et une corsetterie féminine. Madonna aime mes vêtements parce qu'ils combinent à la fois le masculin et le féminin. Avec elle, c'était oui pour ça, non pour ça, etc., etc. Donc ouais, c'est vraiment une tenue iconique. Et d'ailleurs, dans cette performance, Madonna provoque déjà, dès le début du concert, en se mettant au-dessus d'un homme, d'un danseur, en mimant un acte sexuel, exprimant ainsi sa domination. Car oui, il y a vraiment cette idée de domination aussi dans cette section du show, je trouve. L'employeur Oui. qui domine un peu ses esclaves, là. Tu vois, ses sous-fifres. Oui, bah en fait, ça fait partie de... Pour moi, c'est une illustration, ni plus ni moins, de la parole de la chanson d'Express Yourself. Parce qu'elle se réintroduit dans un environnement, quelque chose qui symbolise vraiment un monde, on va dire, qui est plus masculin. Je veux dire, parce que, vous voyez, on voit bien les rouages. En plus, il y a tout ce côté mécanique, etc. Ça, généralement, ça fait penser un peu aux usines, etc. Tout le travail matériel que des hommes peuvent faire en fait à la base, et elle de s'inscrire dans un environnement comme ça et de se montrer et de montrer que c'est elle qui domine, qu'elle est au contrôle et qu'elle est au-dessus d'un point de vue hiérarchie, bah c'est pas rien quoi comme message à l'époque. Donc ça montre en fait bien un petit peu en mode genre bah les filles peuvent le faire aussi quoi. Puis elles peuvent le faire et puis même peut-être même mieux que vous, tu vois. Et c'est intéressant parce que même après quand elle fait on en reparlera pour la chanson après, mais quand elle fait ces trucs avec Nicky Donna, il y a un peu ce côté voilà violent, etc. dans les mouvements, dans la manière de se déplacer et d'interagir. Donc ça fait penser un petit peu voilà à un côté à ce côté un peu macho, je pense qu'on peut retrouver. Donc c'est intéressant en fait les points de vue quoi. Surtout pour l'époque. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de gens qui mettaient ça en avant. Je sais pas si sa première provocation, c'est quand elle est en haut des marches et qu'elle dit est-ce que tu crois en l'amour, et qu'à un moment ça démarre, elle se met son monocle et à un moment donné elle met sa main entre ses jambes, un peu comme Michael Jackson quand il fait son pas de danse. Oui. Est-ce que c'est Oui. pas là la première provoque? Bon, c'est rapide, mais elle le fait quand même quoi. Donc je sais pas, à voir. Peut-être. Je pense qu'elle le fait aussi dans son clip, je crois. Oui, elle le fait aussi, oui. Elle le fait, hein. Je crois. Qui d'ailleurs, son clip, peut-être Oui. que tu en avais déjà parlé, Dans le et c'est l'un des plus chers de l'histoire Oui. des vidéoclips. Hein. C'est ça, il coûte beaucoup plus cher que de Thriller que de Michael Jackson, je crois. D'ailleurs. Ensuite, le concert s'enchaîne avec Open Your Heart. Open your heart to me, baby. I hold the lock and you hold the key. Madonna, elle est seule sur scène, enfin pas tout à fait, puisqu'un danseur est là avec elle. Et elle a d'ailleurs sa fameuse chaise, en référence au clip. Alors moi, j'ai pas retenu grand-chose de cette prestation. Je trouve qu'elle diffère pas grandement de celle du Who's That Girl Tour. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est quand elle est seule sur scène, ou quand il n'y a pas trop de danseurs avec elle, parce que c'est comme ça, en tout cas, qu'elle brille encore plus. Je sais pas ce que vous en pensez spécialement de cette performance. C'est le seul, quand même, danseur hétéro de la bande, faut quand même le préciser. Donc ça a été le chouchou un petit peu, ça a été le chouchou de Madonna, et est-ce qu'il n'a pas été choisi pour rien pour ce titre-là, pourquoi pas? Je sais pas. Oui, oui. Et excellent danseur quand même. Parce que c'est vrai que sur ce plateau, sur ce passage-là, il n'y a pas grand-chose si ce n'est qu'on retient la danse avec la chaise, qui est quand même très exceptionnel. Qui est emblématique finalement. Open Your Heart, c'est avec une chaise, dans la preuve, Celebration Tour, elle a fait la même chose avec une chaise, vraiment associée à ce clip, quoi. C'est vrai. Moi, je pense qu'elle est traditionnelle dans le sens où elle n'a pas vraiment évolué, cette performance de Open Your Heart. Genre, ça reste ce qu'on pouvait voir dans le clip. C'est un peu aussi ce qu'elle a refait dans la performance des VMA, justement, dont tu avais parlé d'Express Yourself, parce que je crois qu'il y a une section où, justement, elle est sur la chaise, etc. Enfin, c'est un peu pareil. Donc, pas de prise de risque, pas trop de changements là-dessus. C'est assez traditionnel, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'effets, il n'y a pas de bling-bling. Genre là, on n'utilise pas la grosse scène, par exemple, c'est vraiment, je vends juste sa petite chaise. Mais ça reste quand même quelque chose qui est iconique, parce que bah, ça a été réutilisé, même encore au Celebration Tour. Donc voilà, il y a un côté, ça a marqué aussi les esprits, ça. Donc des fois c'est les performances simples font leur effet. Et moi, je pense que c'est le cas avec celle-ci. Je pense que ça prend plus de temps, peut-être, pour s'en rendre compte avec Open Your Heart à chaque fois.
Mais au moins, une fois que tu as compris, bah, tu te dis, oui, voilà, c'est la performance iconique, on attend la chaise, quoi. Je pense que d'ailleurs, si un jour elle décide de refaire une performance d'Open Your Heart sans la chaise, on va tous se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais elle a pas fait avec le MD Network, ça? Sans la chaise? Ah, peut-être parce que MDNA, de toute façon, c'était une période très différente, mais c'est possible. Je me rappelle pas là, dans l'immédiat. Je me souviens qu'elle faisait des squats. Oui, mais Open Your Heart, je crois, sur le MDNA, c'est très court. Parce que je sais même pas si ça dure 1 minute ou à peine deux. Elle a vraiment introduit, vraiment pour faire je crois que c'est même un clin d'œil d'ailleurs. Quand tu regardes, parce que je crois elle est soulevée, je crois, quand elle est attachée. Donc je confonds avec Papa non plus, je sais plus. En MDNA. Place maintenant à une prestation plus intéressante à mes yeux, c'est celle de Causing a Commotion. Personnellement, ça m'intéresse parce que là, il y a encore cette idée de domination, je trouve, qui est vraiment le fil rouge de cette section. Parce que je trouve que Madonna, elle domine en fait ses comparses Nikki et Donna, venant même à se battre, entre guillemets, à mimer une baston, un combat avec elle. D'ailleurs, Madonna, à la fin, a dit Je suis la chef ». Désolé mes enfants, c'est la dernière fois que je vais vous dire je suis le chef. You don't speak French, do you? It means stop fucking with me. You get the picture? Right. And you think you speak French, but you don't even understand English. You can't follow directions. Try to make it look stupid. Je suis la chef. Elle parle bien français. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle utilise vraiment la mise en scène, en tout cas la théâtralité, pour appuyer vraiment cette idée de domination sur les autres, en fait. C'est le but parce que justement, je pense que derrière tout ça, elle cherche vraiment à montrer. Bon, attention, c'est mon interprétation parce que voilà, hein. Mais je pense qu'elle cherche surtout à montrer que genre, bah, elle peut vraiment avoir ces postures, cette domination et cette agressivité envers d'autres personnes parce que bah, même si ce soit une femme ou que ce soit pas une femme, bah, elle peut quand même le faire, quoi. Donc c'est ça un peu, je pense, derrière ce qui est montré, c'est que vraiment, elle peut avoir cette posture-là, elle peut avoir ce comportement-là, et elle sait pertinemment que genre, bah, elle a la carrure et elle a ce qu'il faut pour, en fait. Donc c'est un peu une manière d'asseoir sa domination, quoi. Sa domination, voilà. Peu importe qui c'est, quoi. Donc ça rejoint les thèmes d'expression self un peu dans le côté où genre, bah, elle peut faire ce que les hommes font, en fait. C'est pas mal ce morceau-là parce que là, on sent qu'il y a une belle énergie. Déjà, il y a une choré, une danse qui est juste géniale, hein. Et là, le show redémarrait parce qu'avec avec Open Your Heart, c'était un petit peu calmé. Et on sent que ça repart avec ce titre-là, puisqu'il y a beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup plus de danse. Et tu la sens un peu plus vénère d'ailleurs, dans ce passage-là. Et c'est un super titre, hein, qui d'ailleurs n'a pas fonctionné en France, puisqu'il fait partie de la BO de Who's That Girl, qu'on peut retrouver d'ailleurs, qui est génial dans sa compile Spotlight, je crois, You Can Dance, pardon, de You Can Dance. Et c'est génial ce titre-là, mais qui a pas fonctionné des masses en France. C'est regrettable, mais un super titre qui était bien dansant à l'époque. Je me souviens des super chorés que j'ai fait dans ma chambre, quand j'y repense. Et enfin, Where's the Party conclut la première section du show, déjà. Cette chanson de True Blue est mise en avant ici avec une performance assez festive, durant laquelle Madonna mène sa troupe de danseurs, rappelant encore une fois son statut de meneuse de bande, enfin de chef je dirais plutôt. Moi ça m'a un peu perturbé en fait de passer de Causing a Commotion à cette chanson. Parce que je sais pas, je trouve qu'on passe de chansons assez sérieuses, de mise en scène assez sérieuses à des chansons plus fun, et moi je m'attendais pas à ça. Après c'est vrai que quand on y pense, les premiers albums de Madonna n'ont pas beaucoup de chansons sérieuses. Je trouve que toutes les chansons sérieuses ont été incluses dans le deuxième acte. Live to Tell, etc. au faveur, donc peut-être que ceci explique cela. Ça conclut bien la section, quoi. Mais sans plus, pour moi. Moi, je pense que aussi c'est surtout parce que après on a quand même un thème qui est important.
d'autant plus avec ce qui s'est passé avec le Prayer, la controverse, parce que bah, ça parle de religion, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que les chansons sérieuses, elles ont été rajoutées à cette période-là, justement, du concert. Enfin, je pense que ça a plus de sens pour moi, hein, parce que je me dis bon bah voilà, là on rentre dans un thème sérieux, la religion, parce que il y avait pas vraiment grand monde qui allait ouvertement comme ça en tant qu'artiste parler de religion comme elle l'a fait en fait, hein. C'était vraiment nouveau. Enfin, personnellement, à part peut-être les trucs de métal ou je ne sais pas trop quoi, d'autres styles qui sont un peu plus dans le rock ou autre, hein, bah ça par exemple, ça peut être des choses qui peuvent être faites dans les visuels ou autres, hein, mais là vraiment en tant que pop, c'est assez. Enfin, disons que ça a eu le plus de visibilité, voilà, selon moi. Bah, c'est souvent associé à sa thématique de la religion qui en soi tout à fait honorable, mais simplement c'est qu'avec Madonna, il y a forcément une part aussi de provocation derrière. Et à cette époque-là, dès qu'elle parlait de religion, elle provoquait derrière. Tu prends le clip de Like a Prayer avec Oui. le Black, le premier trauma il est là, quoi, hein. En plus elle l'embrasse. Et puis là maintenant, elle nous fait la même chose, se masturbant. Bon, bah sur un plateau, sur ce plateau-là où elle est censée être, alors, je sais pas, elle a voulu retranscrire une cathédrale ou une église. Un temple, ouais. Un temple, bon bah déjà voilà, donc déjà pourquoi elle a choisi de se masturber à ce moment-là? Bon, si tu voulais vraiment respecter les uns les autres, tu fais ta masturbation sur un autre plateau, Art déco, Oui. dernier plateau ou le premier, tu vois, ce sera moins choquant. Et bon, sinon c'est Oui. pas Madonna, donc je pense que c'était volontaire aussi, hein, de sa part. Le deuxième acte, Religious, s'ouvre sur une performance controversée de Like a Virgin. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats. Alors, on a déjà donné nos avis, souviens-toi Logan, dans l'épisode Zoom sur Like a Virgin. Je m'en souviens, Et ouais. du coup, j'aimerais avoir ton avis, Olivier. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu cette performance devant toi? Bah ouais, encore une fois, je dis mais elle va où là? Choqué quoi. Je dis non, tu ne fais pas ça. Au départ, moi ça me choquait. J'aimais pas en fait quand elle était comme ça. Moi, Madonna, je te dis à l'époque, c'était True, c'était La Isla Bonita, c'était tous ces petits papas dans le push, il y avait rien de provocateur dans tout ça. Là, elle fait entre guillemets ça. Bon, je vais rester poli, hein. Mais elle est trop. Pour moi, pour moi, elle dépassait les bandes quand elle faisait ça. J'y voyais pas l'intérêt en fait. Et puis surtout après, c'est surtout après, je me suis dit quand j'ai regardé le documentaire, j'ai dit mais dire que son père y a assisté au concert. Bah oui, c'était ça aussi qu'il fallait voir. Donc, et non, mais bon, ça m'a choqué quoi. Ça m'a gêné en fait, ça m'a toujours gêné. À l'époque, c'était les premières fois où Madonna vraiment choqué. Donc c'était choquant pour moi. Et maintenant, ça te choque plus? Non, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, et puis avec les artistes maintenant, tu prends toutes les nanas aujourd'hui, si elles sont pas en bikini en train de se faire des simulations, tu prends toutes les rappeuses, Nicki Minaj et toutes les autres, elles sont à moitié à poil aujourd'hui. Alors, je vais pas me faire passer pour un vieux con, mais aujourd'hui, toutes les nanettes que tu vois dans les clips, elles sont à moitié à poil. Et d'ailleurs, Madonna, elle a suivi un peu le rythme dans les années 2000 avec son album Confession Tour, ou dans l'album Confession on the Dance Floor, où tu la vois en maillot de bain constamment, quoi. Tu vois? On est arrivé après dans une ère où c'est complètement démocratisé. Alors pas de masturbation, mais évidemment. Mais il y a beaucoup d'allusions à ça, quoi. Non, faut se remettre dans le contexte pour moi. J'avais 17 ans. Je voyais Madonna en vrai devant moi, en train de se masturber, quoi. C'est pas comme ça que j'ai envie de la voir. Moi, j'ai envie de la voir chanter, danser, et pas en train de se masturber. Donc, alors ça m'a choqué la première fois. Puis après, quand j'y suis retourné la seconde fois, bah les choses qui te choquent toujours un peu, t'as envie de les revoir en fait. T'as un côté, tu vois, t'as envie de participer à ça, ou t'as envie de te dire j'y étais, ou quand t'as 17 ans, tu te marres, quoi. Tu dis oh regarde, elle est en train de se masturber. Tu te dis ça, regarde comment. Voilà, tu dis ça au départ, quoi. Mais bon, je vais te dire que ça n'a pas été pour moi le meilleur souvenir que j'ai de l'avoir vu en vrai en train de se toucher, quoi. C'est pas du tout, hein. Mais faut lui reconnaître en tout cas que c'est osé, c'est Madonna, quoi. Oui. C'est ça qu'il faut reconnaître, quoi. Et puis le lit qui est légèrement incliné où tu vois bien, donc c'était quand même c'est une belle mise en scène puisqu'en fait elle avait tiré il y avait un grand rideau, je crois, qui était derrière le lit. Donc en fait il y a plus du tout de scène, t'as juste le lit en fait, le lit qui est arrivé par en bas avec les deux danseurs où t'as les fameux seins en cône qui font voilà, cône Gauthier.
Où là, elles sont vraiment exagérées. Et d'ailleurs, même dans ça, elle joue aussi avec les seins, et t'as les danseurs aussi qui jouent avec ça, qui font semblant de se masturber les seins, tellement qu'ils sont longs et pointus. Mhm. Ils jouent là-dessus aussi. Il y a une Oui. partie sexuelle aussi avec les deux mecs. Donc, il y a une simulation aussi, hein, d'ailleurs. J'avais lu qu'il représentait des eunuques, D'accord. c'est-à-dire des hommes castrés pour ne pas avoir de relations sexuelles. Ouais, pourtant, c'est ce qu'ils faisaient sur scène. Hein. C'était là, ils faisaient Ouais. une partouze à trois, là, hein, excuse-moi, mais ils étaient à trois sur le lit, là. Hein. Bah, ça a dû faire un coup de tonnerre, ça, à l'époque, quand c'est sorti. Parce que croyez-moi qu'avec les gens, surtout dans le contexte, c'était quelque chose de totalement nouveau, qui en plus ne se faisait pas. Et elle arrive et puis elle fait ça, quoi. Genre, c'est bon, c'est quand même assez impressionnant. Mais enfin, même pour moi, hein, je veux dire, qui n'est pas connu les époques-là, parce que je n'étais même pas encore un concept à ce moment-là, hein, mais c'est quand même fou. Parce que même aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, ça n'aura pas autant d'impact que si ça peut être genre une autre rappeuse ou je ne sais qui le fait, parce qu'elle l'a fait en premier. Et de se dire elle a eu les balls, comme diraient comme diraient certains, de faire ça sans que personne lui dise genre fais gaffe parce que s'il va t'arriver des trucs, elle l'a quand même fait. Et je trouve que ça c'est beaucoup plus impactant que peu importe ce que je verrai, hein, je pense de mon vivant, parce que ça c'est vraiment là on avait touché à quelque chose d'interdit pour le coup. Puis en plus, comme c'est une femme qui le fait, c'est pas quelque chose qui était autant mis en avant ça à l'époque. Donc je pense elle l'a quand même fait, mais il y avait un message derrière et puis elle y tenait coûte que coûte. Donc pour elle, c'était vraiment un moyen de pouvoir s'affirmer et de montrer que genre c'est son corps, ses choix, ses désirs, et c'est elle qui le fait et personne d'autre lui demande de faire à sa place en fait. Donc c'est un peu comme avec l'histoire des chaînes, pas des chaînes, mais des corps avec je crois que c'était le Sexbook, où est-ce qu'elle avait expliqué dans une interview qu'elle avait dit que c'était elle qui s'était mise elle-même qu'elle s'était mise dans cette situation-là et qu'il n'y avait personne, surtout pas un homme, qui lui avait demandé de le faire, quoi. Donc je pense que c'était un peu les prémices de cet état d'esprit-là. C'est une prestation qui fera scandale, notamment auprès du Vatican, bien sûr. Le porte-parole du vicariat de Rome qualifiait le spectacle de, je cite, d'une vulgarité sans limite. Sergio Mattarella, ministre de l'Instruction publique à l'époque, parlait, lui, d'une offense au bon goût. Ouais, ça avait vraiment fait un scandale à l'époque. Moi, je trouve qu'il y a une idée de transgression morale, et je pense que sa place juste avant la Capoeira n'est pas due au hasard, quoi. C'est pas anodin. Et d'ailleurs, il y a un de ces concerts qui a été annulé, qui a été annulé à cause de ça. Non pas en Italie, mais aux États-Unis, dans des États qui sont hyper conservateurs. Malheureusement, elle a pas gagné, elle a pas pu jouer parce que un des concerts a été annulé à cause de ça. Alors je sais plus c'est lequel, je m'en rappellerai plus. En tout cas, c'est pas en Italie ni en Ouais. Europe. Je sais plus. Faudrait que je revoie Truth or Dare. Et la Capoeira s'enchaîne après, la que Virgin. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Ah là là, ce tube. Le rideau s'ouvre sur un nouveau décor. Un très beau décor, je trouve, avec des colonnes corinthiennes, des bougies, une croix, un vitrail créé par Christopher Chicone, un prie-dieu, un encensoir. Il y a Nikki et Donna qui sont déguisés en nonnes. Et moi, j'aime beaucoup cette version de la chanson, mais aussi la chorégraphie. Notamment la fin où elle est comme, je sais pas, en extase, en transe. Je trouve que c'est une belle version de la Capoeira. Tu imagines le nombre de bougies qu'ils ont dû allumer quand on regarde l'un des décors, parce que c'était fabuleux. La fameuse croix qui était tout en haut, elle a été descendue, là on la voit du coup, puisqu'elle est mise dans ce tableau-là. Et puis c'est vachement bien parce que elle a l'air de se rhabiller une fois qu'elle a fait sa bitch sur le lit. Pour le prochain plateau, le prochain titre, elle met quand même une sorte de cape, une mousseline noire, ce qui fait qu'elle se rhabille un petit peu. Elle est moins dévergondée, entre guillemets, moins provocatrice du moins. Elle est un peu plus sage pour se remettre dans ce contexte-là, qui était à la fois plus respectueux. Ouais. Mais c'est un très très beau passage, celui-ci. D'ailleurs, elle reprenait souvent, ce qui est vachement bien, c'était ses remixes qu'elle mettait en live.
Je crois que celui-ci, c'est l'un des remixes de Like a Prayer, parce que c'est pas son titre single. Je crois que c'est la version longue ou la version remix qu'elle a Oui. joué pour ce titre-là. Je crois que c'est la version qui est présente sur l'Immaculate Collection, je crois, hein. D'accord. Ok. Parce que ça commence avec Madonna qui dit God, et après il y a les chœurs qui arrivent par la suite. Je pense que c'est Exact, cette ouais. version-là. Ouais. Et toi, Logan, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est une performance qui est beaucoup plus intimiste. Je pense même que c'est la plus intimiste que j'ai vue de Like a Prayer. Parce que je veux dire que j'ai plus un souvenir un peu de gospel, de grosse ambiance et de gros effets, etc. Enfin, en fait, je pense que la performance du Super Bowl, c'est celle qui m'a le plus marqué, voilà, par rapport à Like a Prayer. Parce que là, vraiment, c'était insane. Mais dans la version Blonde Ambition Tour, je l'ai trouvé intimiste. Voilà, je trouvais que l'ambiance était intimiste et tu sentais quand même que même s'il y avait du monde, bah, tu avais l'impression que il y avait pas autant de monde, quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a un côté un peu introspectif, un peu introversion. Et je trouve que c'est intéressant parce que tu as l'impression qu'il y a que elle et que les chœurs autour derrière, qui sont quand même là présents sur scène, ne sont pas présents. Je sais pas comment expliquer ça, mais l'ambiance, je trouve que c'est bien fait. Donc c'est pas mal. Et puis bien sûr, ça représente ça fait penser à une église, forcément. Même si apparemment, je crois que ce sont des ruines d'un temple. C'était comme ça qu'ils l'appelaient entre eux pendant la tournée. Mais oui, enfin ça fait un peu un côté, voilà, confession après avoir eu la scène la scène juste avant avec le lit et tout ça. Donc oui, c'est beaucoup de messages, encore une fois, hein. Beaucoup de messages et beaucoup de prises de position. Mais la scénographie, en tout cas, bah, elle est dynamique, ça bouge. Il y a un pupitre et puis il y a une chorégraphie tout autour. Elle fait même un signe de croix dans un endroit qui n'est pas forcément un lieu de culte, hein, parce que généralement, bah, quand tu es chrétien, bah après ça dépend. Attention, je ne vais pas généraliser. Disons que là c'est mon point de vue à moi, mais moi on m'a toujours appris que le catéchisme, etc., que tu fais ton signe de croix quand tu rentres dans un établissement religieux. Voilà. Généralement c'est à ce moment-là que tu le fais, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez ouf de l'avoir elle faire ça et en plus à son concert dans son église, quoi. Donc c'est quelque chose. Et je peux comprendre que c'est attirer les foudres parce que ça reste des choses qui sont censées être faites dans des lieux de culte et que c'était la première fois qu'on voit ça dans un concert et qui est utilisé à ces fins-là, quoi. Donc vraiment dans le divertissement et tout ça. Donc ça bouscule, hein, ça bouscule. Mais ça bouscule à grands coups de tampon pour le coup, hein. Ça fait des grosses claques là. Paf. Surtout quand tu sais que elle s'est masturbée, donc t'as encore l'image qui est un peu toute fraîche de ça, et ça passe d'un seul coup dans une église. Ouais, la transition, elle est un peu violente, quoi. Ouais, là c'est fait exprès, je pense qu'elle s'est dit tiens, on va pousser les trucs, on va aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Ouais. Et puis ça me fait penser aussi que je crois que c'était ce qu'on en avait parlé, j'ai oublié d'en parler de ça, mais son père, là, Silvio, il avait assisté au concert du Blonde Ambition Tour, il lui avait demandé si elle allait faire de la masturbation sur scène. Elle lui a dit oui. Il lui a dit s'il te plaît, j'ai envie de te voir faire ça. Donc ça m'a fait penser à ça parce que c'est vrai qu'en tant que parent, genre, quand tu vois ton enfant faire ça, tu dois te dire ouh là là, en plus devant tout le monde, il faut surveiller la nuque, hein. Like a Prayer laisse place ensuite à Live to Tell. Ah, une belle prestation, je trouve, qui est intéressante dans le sens où Madonna, elle est seule sur scène. Elle fait face à Dieu, je dirais, d'une certaine manière, comme si elle attendait son jugement ou elle faisait face à son futur jugement. Et pendant le long pont musical, elle fait face à la croix suspendue, attendant peut-être une réponse, en vain. Quoi qu'il en soit, je trouve que la chanson est toujours super. Elle me tient aux tripes à chaque fois que je l'entends et j'adore la performance globalement, quoi. Et vous, messieurs? En tout cas, après avoir vu celui du Celebration Tour, c'est sûr qu'Elive to Tell, maintenant, elle est vraiment associée à cette dernière tournée pour moi qui m'a beaucoup plus ému que celle-ci. Oui. Pour moi, la Celebration Tour, ça a été de Live to Tell, ça a été sa meilleure presta, quoi. Ouais. Tellement il y a d'émotions et tellement il y a de messages derrière, qui justement n'est pas du tout engagé sur l'épidémie du sida à l'époque. Parce que je crois même que c'est tiré du film avec son ex-mari Sean Penn. Donc ça tient pas du tout d'une histoire de maladie, d'épidémie.
Mais elle se l'a approprié dans sa dernière tournée pour en faire quelque chose de magnifique. Finalement, quand tu écoutes les paroles, tu peux tout à fait l'utiliser dans cette dynamique, quoi. Mais c'est un très beau slow, hein, cela dit, hein, ça n'enlève rien de ce titre-là. Mais cette presta, bon, ok, voilà, c'est beau, mais c'est pas magistral pour moi, ce passage-là. Moi, je trouve que c'est encore un sens de la chanson qui a été réutilisé d'une autre façon. Bon, là, du coup, c'est dans le cadre de tout le côté voilà, religieux, hein, religion. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, la scénographie, où il y a eu un changement un petit peu de tableau dans le tableau, avec ce grand vitrail là, qui descend, etc. Donc, c'est visuellement impressionnant, parce que forcément, si on remet dans le contexte et qu'on n'a jamais vu ça avant dans des concerts, c'est stylé, quoi. Donc déjà, il y a ça. Puis en plus, je trouve elle est très, très sérieuse dans sa performance, et tu sens quand même que ça lui prend au trip, quoi. Parce que la manière dont elle s'agrippe au pupitre, c'est personnel, hein. C'est pas, c'est pas quelque chose que je l'ai vu faire souvent. Donc, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'en même temps, il y a tout le côté lamentation. En fait, c'est ça, c'est une lamentation, hein, pour moi. C'est en mode, genre, elle se sent un petit peu, genre, abattue par ce qu'elle fait, etc. Donc, ça raconte une histoire, hein, ça fait partie de l'histoire. Donc, ça rajoute à ce côté, voilà, du tableau, à ce qu'elle veut mettre en avant, à ce dont elle parle. Mais moi, je l'ai bien aimé. Voilà, je l'ai bien aimé. Après, j'avoue, et je vais peut-être un peu digresser, j'avoue, désolé, mais la version au Celebration Tour m'a mis une gifle. Aïe, 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 aïe. Parce que, vous voyez, je sais pas trop comment expliquer ça, mais même si j'ai pas connu les gens qu'elle a connus et tout, de la voir comme ça, genre au milieu de tous ces visages qui sont immenses et qui sont projetés, et qu'elle est juste là au milieu toute petite, tu te dis waouh, 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 waouh. Enfin, je sais pas, la scénographie, la mise en scène, elle cassera tout pour moi. Et je rejoins du coup ce que disait notre invité Olivier là-dessus, parce que vraiment, ça m'a foutu les boules. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais je suis arrivé là-bas, je me suis dit ouais et tout. Bon, je savais que j'allais peut-être pas forcément être tout bien, parce que c'est la première fois de ma vie que j'allais la voir sur scène, mais ça m'a mis une baffe. Aïe, 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 aïe. Donc, oui, cette performance-là du Blue Ambition Tour, elle est artistique. Mais pour moi, celle qui aura le plus d'impact et de violence émotionnelle, ça reste celle de Celebration Tour. Voilà. Elle l'a même fait aussi dans le Confession Tour, elle l'a chanté, où elle apparaît crucifiée. Oui, je crois. Voilà, bon, là c'est pareil, bon, Oui. sans plus, quoi. Ok, on va trouver ça non, meilleur, quoi. Ouais, c'est sûr. Pas pareil. C'est marrant parce que vous voyez, cette tournée-là, ça a choqué pas mal de monde, surtout d'un point de vue religieux, etc. Mais pour moi, le truc qui m'a le plus choqué de sa carrière, ça reste, je crois que c'était la performance Holy Water, ou je sais plus quel son c'était, au Rebel Heart Tour, où est-ce qu'elle fait du pole dancing sur des croix. Là, je me suis dit, ah ouais, là vraiment, waouh. Ça, vous voyez, ça c'est le truc qui m'a le plus choqué de sa carrière. Voilà, ça c'est, je le dis. Ok. Pourquoi ? Parce que là, j'ai trouvé que c'était vraiment encore à un autre niveau de symbolique, parce que C'est de mauvais goût ? ouais, exactement. En fait, pour du Madonna, je trouvais ça de mauvais goût. C'est étonnant, hein, mais il m'en faut peu, mais ça, c'était vraiment le truc qui m'a vraiment fait grincer des dents, quoi. J'étais moi, genre, aïe, aïe, aïe. Moi, ça m'a pas choqué à l'époque. Mais Voilà, c'est dit. après Live to Tell, Au Faveur. Et quelle chanson Au Faveur ? You can't hurt me now. I got away from you. I never thought I would. You can't make me cry. Once an hour, I never felt so good about myself. Ah là là. Madonna se rend sur le prix Dieu. Et on peut voir dans cette chanson peut-être un double sens. Enfin, je veux dire qu'elle s'adresse peut-être à deux personnes, peut-être. Quand elle dit au faveur, on peut se demander à qui elle s'adresse. Est-ce que c'est à son père, Silvio Ciccone, ou bien à Dieu ? Et ouais, bonne question. Non, mais c'est vrai qu'il peut avoir un double sens, tu vois. Et j'avais pas pensé jusqu'à maintenant. Et en tout cas, je trouve que c'est un beau moment suspendu, et j'adore cette chanson à la base, surtout le clip. Et la performance, ça l'a encore plus magnifiée à mes yeux. Et c'est d'ailleurs la seule fois que sera chantée cette chanson en tournée sur scène. Elle devait la chanter pour le Celebration Tour, mais elle l'a pas fait. Et ça, je trouve ça hyper dommage. C'est vrai. Non, elle l'a pas sorti.
C'est elle l'a sorti quand même, je me souviens plus. Elle l'a- Oui, qui n'a pas marché d'ailleurs. Ah oui, exact, ah ouais, les cheveux bouclés, ouais, avec ses grosses racines noires. Ok, ouais, ok, je vois. Ouais, très bien. Fincher avait même fait un clip parce qu'il a convaincu Madonna de sortir la chanson en single juste pour faire le clip. Bon, on en remet toujours un peu. Elle a fait toujours l'alliance avec ce titre-là, des hommes qui ont été un peu durs vis-à-vis d'elle. Hein. Toujours pareil, le patriarcat, et puis les hommes au-dessus. Toujours pareil, elle en veut. Avant de pouvoir les dominer dans ses tableaux précédents, peut-être qu'on peut s'imaginer qu'elle réglait ses comptes un peu dans ce titre-là, en disant que finalement les hommes, ils sont tous un peu sévères, un peu durs. Elle parle un peu de cela, quoi, de son parcours, de sa relation avec les hommes. Bah, en fait, ça rejoint ce que j'expliquais au début avec Express Yourself, Where's the Party, un peu tout ça, quoi. Parce sinon, elle le ferait pas, en fait. Donc, ça a du sens pour moi de ce qui est dit là, justement. C'est un rapport. Parce que Au Faveur, c'est une chanson, voilà, qui traite de son passé, c'est personnel, c'est en rapport avec son père. Donc, c'est pareil, c'est l'image que les pères, ils ont dans les familles, etc. Et elle met en avant tout ça, quoi. Elle met en avant comment c'était pour elle. Et puis, en même temps, dans le cadre du Blonde Ambition Tour, bah, ça se fait au sein d'une église et t'as toute une chorégraphie un peu. Je sais plus comment on appelle ce style de danse. C'est ce qu'elle fait Marie-Claude Oui. Pietragala. Ah, j'ai Ouais. oublié. Contemporain? C'est ça, tu comptes Je sais pour ouais, exactement. Oui? Ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà. Et ben en fait, c'est vraiment une danse contemporaine. Et puis la personne qui l'accompagne, tu pourrais penser que c'est un prêtre ou un homme d'église, en fait. Donc, c'est assez intéressant la chorégraphie parce que tu vois qu'il y a une espèce de côté genre. Moi, alors attention, c'est mon point de vue, parce qu'avant qu'on dise des choses, hein, c'est mon point de vue, et j'ai plus l'impression que ça part comme une espèce de confession, et en fait, tu te rends compte au final qu'elle a un rapport plus important avec la personne avec qui elle se confesse, et d'ailleurs, à la fin, il la rejette en mode genre, il faut garder une certaine position, en mode genre, moi, je suis voilà l'homme d'église, et toi, t'es la femme qui vient te confesser, et il faut pas que ça aille plus loin que ça. Parce qu'à un moment, elle le câline et tout, et puis lui, il s'évade d'elle en mode genre, ne me touche pas, quoi, limite, genre, qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça, c'est un peu aussi communiqué là-dedans. C'est cette espèce je pense que ça peut aussi faire une parallèle avec son père, certainement. Je sais pas. Mais en tout cas, bah, artistiquement, voilà, il y a pas mal de choses à dire sur cette performance quand même. Je sais pas trop si vous voyez où je veux en venir, mais il y a certaines choses qui peuvent faire penser à tout ça, quoi. Mais sauf que c'est, on va dire, c'est un petit peu subliminal. Quand tu vas à l'église, tu vas à la fois pour prier, puis à la fois aussi. Moi, je suis catholique, mais je suis pas du tout pratiquant. Pareil. Mais tu vas en même temps aussi pour y aller pour dire aussi tous tes péchés, voilà. Oui. Donc, elle a preuve, d'ailleurs, elle utilise aussi cette chaise, notamment la chaise où elle se met à genoux dessus. Je sais pas comment on appelle cette chaise-là, d'ailleurs. Pour prier en même temps, sûrement pour dire tous tes péchés. Est-ce que Au Father, justement, ne fait pas partie des péchés qu'elle veut se confier à... Bah, d'ailleurs, elle dit dans la chanson Au Faveur, I have sinned. Au Père, j'ai péché. Oui, voilà. Ah bah voilà, bah, tu vois, donc Donc, tu vois. on est en plein dedans, quoi. Mais en fait, cette chanson, elle me fait penser à un outtake d'Erotica qui s'appelle Dear Favor aussi, et qui est un petit peu dans le même style, hein, parce que on sait pas trop à qui elle s'adresse. Ça pourrait être un père ou même Dieu, tu vois, ou quelqu'un d'autre. Mais elle m'y fait penser dans la thématique, un peu. Ça n'a rien à voir, mais ça m'y fait penser. Ouais. Parce qu'il y a une certaine approche, un certain aspect où voilà, on retourne dedans, quoi. Genre, parce qu'elle dit quand même dans les paroles, genre Dear Favor, forgive me. Et donc voilà, si elle demande le pardon, bah, s'il peut avoir une connotation aussi religieuse. Donc voilà. Puis c'est comme si elle avait pu faire une bêtise auprès de son père et qu'elle demande le pardon de son père aussi. Enfin, c'est. Et enfin, Papa Don't Preach conclut le deuxième acte du show. Papa don't preach, I'm in trouble. Papa don't preach, I'll be in Lutheran Street. But I made up my mind, I'm keeping my baby. Alors moi, dans cette performance, je vois une femme qui s'émancipe, qui reprend le contrôle sur sa vie. Je pense notamment à la partie après le pont musical où elle repousse les danseurs. Et c'est une chorégraphie qui s'accorde très bien au texte, je trouve, au propos de la chanson. Surtout qu'elle chante avec beaucoup de conviction. Et sa voix elle-même rock par moments. Et c'est là que cet acte se conclut avec une performance très engagée. Bah, c'était un gros carton, hein, ce titre-là, faut dire aussi. Hein. C'est là où elle a commencé vraiment avec cet album Troubleau. Vraiment que c'est l'un de ses plus gros cartons aussi, entre autres, hein, qui a été bien placé. Et puis, je crois que je crois bien, ça parle d'avortement. Donc c'est aussi un sujet sensible. Hein.
depuis une ado, donc sujet sensible avec son père, toujours pareil. Hein. On est toujours dans quand on regarde le vidéoclip, on voit qu'elle est en conflit avec son père et donc on peut faire aussi justement le lien avec ses précédents titres quand elle dit aux phasers justement qui sont un peu stricts, etc. Et puis on continue avec l'illustration de Papa Don't Preach. Oui, c'est d'ailleurs ce que disait Guillaume, un de nos éditeurs, Logan, tu le connais, qui disait qu'il y avait dans la Cup Prayer peut-être une idée d'un triptyque où elle s'adressait à la fois à son mari dans telle chanson, mais aussi à son père, mais aussi à Dieu. Et je trouvais ça intéressant que cette idée-là puisse totalement se refléter dans l'acte-là, où elle s'adresse peut-être à son mari, à son ex-mari, pardon, Oui. Sean Penn, mais aussi à son père, mais aussi à Dieu. Pour moi, ça me paraît pas déconnant, en fait. En fait, aux figures d'autorité. On embrasse Guillaume, d'ailleurs, et merci pour les infos qu'il m'a données, d'ailleurs. Oui, pour cet merci épisode. Guillaume. Ouais. Donc voilà, il y a cette idée que je trouvais très intéressante. On passe à l'acte 3. Et l'acte 3, c'est Broadway et Dick Tracy. Et c'est sans doute l'acte où on voit le plus l'inspiration de Broadway. C'était une idée de Madonna de mettre en avant des chansons d'Time Waveless, donc l'album qu'elle avait sorti, inspiré du film Dick Tracy. Et elle disait justement dans une interview sur ce choix: c'est une super opportunité pour moi. La plupart des gens ne m'associent pas avec les films, mais je sais que j'ai beaucoup plus d'adeptes que Warren Beatty, qui joue dans le film Dick Tracy, et que grande partie de mon public ne sait même pas qui il est. Et la section commence justement sur Sooner or Later. Baby, it sounds so well wasted chatter. Let's settle the matter. Baby, a man on a platter. I always get my man. Une ambiance très cabaret jazzy, avec Madonna qui chante sur un piano. Une belle performance vocale qui montre que Madonna peut savoir chanter, enfin sauf sur cet extrait je trouve. À noter que durant la première date de la tournée au Japon, il pleuvait très fort car c'était la saison des pluies là-bas. Donc Madonna, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a chanté la chanson sous le piano. Que pensez-vous de cette prestation, messieurs, mes chers? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce que Ah ouais? je trouve qu'elle a un charisme, une aura de malade mental. Genre, je trouve que là, dans cette performance-là, tu t'en rends bien compte, tu vois. Genre, bon, non pas que c'est pas déjà le cas avant, mais là, je trouve que c'est encore plus intense, quoi. Et puis pareil, le sex appeal, enfin, tout est là, encore une fois. Et c'est marrant parce que j'adore quand elle fait ça. Et pour moi, le pinacle, le sommet, c'est quand elle nous l'a fait aux Oscars. Là, vraiment, je me suis assis sur ma chaise, je me suis dit, mon Dieu, la star que c'est, quoi. Waouh, waouh, waouh. Parce que, franchement, je trouve que la manière dont elle nous l'a vendu aux Oscars, ça m'a foutu en l'air, genre, vraiment. Donc, mais ouais, disons que là, c'est une version sage de ce qu'on a eu aux Oscars. Parce que vraiment, c'est magnifique. Voilà. Ah ouais, c'était une super prestation, ouais. Ah, je peux plus. De toute façon, je suis fatigué de Madonna, je vous assure, je peux plus. Peut-être qu'elle voulait impressionner MJ. Ouais, bah oui, en plus c'était la même période, oh là là. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé la performance du Blonde Ambition Tour parce qu'il y a un côté très pin-up encore, glamour aussi. Et ça fait très, je sais pas comment expliquer ça, genre jazz, film, genre il y a une vibe un peu mielleuse, genre je sais pas comment expliquer ça. J'ai une référence en tête, je pense qu'elle va peut-être me revenir dans 40 ans, mais ça me revient tant mieux, mais ça me fait penser à quelque chose. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, là on est vraiment de la symbolique pure et simple du show business américain et de l'avoir en plus sur un piano comme ça, voilà, avec des poses un peu à se caresser les cuisses et tout, à dévoiler la moitié de ses fesses, bah t'es là, tu te dis ouais, bah c'est bon, c'est iconique, tout simplement. J'adore. Elle fait référence évidemment à l'ambiance du film de Dick Tracy. Oui. Donc, on est dans les années folles, l'art déco, on est en plein dedans. Donc elle est sulfureuse, elle est Ava Gardner, elle est toutes ces grandes actrices de l'époque qui elles malheureusement auraient souhaité être une grande comédienne, pardon, entre parenthèses. Bon voilà, Warren Beatty à l'époque c'est son Jules. Rien de plus beau que lui rendre cet hommage-là en étant sur scène, en chantant ce titre-là sur un piano. Ça s'est beaucoup fait des pin-up, des chanteuses de l'époque, de ces années-là, chanter sur des pianos. Rien de plus sexy. Oui.
Et puis, elle avait cette tenue qui est pas du tout vulgaire, justement. Moi, j'ai pas trouvé du tout, justement, vulgaire ni provocatrice j'ai trouvé de l'amour. Et c'est vrai que pour le coup, elle a très bien chanté cette chanson. Mais effectivement, il y a des titres comme ça où quand tu l'écoutes, bah, c'est des moments enfin, tu l'associes à une prestation et effectivement, ce titre-là restera gravé dans la presta aux Oscars, évidemment. Ah oui. Il a été magistral. Oh là là. Il y a plus d'impression là que que le concert, quoi. J'en ai des Rien à frissons voir. d'en parler. C'est une belle chanson, hein. Non, Moi, mais la j'adore version, l'album. des Oscars, rendez-vous compte, Cocorico, c'était pas possible. Je vous Eh conseille oui, tous d'aller voir cette version-là, ok? Elle était seule sur scène, mais elle a capté l'attention de tout le monde et de nous, par la même Ah non, occasion. mais tu sais qu'en plus j'ai honte parce que moi j'ai connu cette performance-là. Bon, je digresse, sorry, mais j'ai connu cette performance-là sur Twitter. Voilà. Ah ouais? Oui. Et en fait, je me suis dit, attends, ça c'est Madonna parce que j'avais déjà vu cette performance, mais je me souvenais pas que c'était Madonna. Donc, vous voyez bien à quel point des fois, moi, vraiment. Hein. Mais, oh mon Dieu, je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait que tu sois passé à côté de ça? Genre, t'habites où? Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, hein. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Pour moi, c'est la meilleure version de Sooner or Later ever. Et c'est tellement Marilyn Monroe. Aïe, 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 aïe. On y retourne. Mais de toute façon, Ah c'est. oui, elle fait référence d'ailleurs. Oui. Si tu prends, alors je sais pas si ça va être un lien, hein, Oui. mais toutes les actrices américaines de l'époque, si tu prends le titre Vogue, quand elle cite toutes les grandes comédiennes de l'époque, Oui, oui. tu la retrouves justement habillée comme elle l'était, et ce titre Vogue fait quand même partie de cet album, C'est vrai. I'm Breathless. Donc si tu fais le lien de la référence qu'elle veut prendre aux Oscars et la façon dont elle est habillée, et que tu prends Vogue qui fait partie de cet album-là, bon bah voilà, tu les as toutes ces comédiennes de l'époque, quoi. Où elle cite justement Bette Davis, etc. Où elle les cite, elle est habillée comme toutes celles-ci, quoi. D'ailleurs, c'est le seul point commun parce que je trouve que Vogue, on se demande ce qu'il vient faire dans cet album, qui est plutôt dans une même thématique, alors que Vogue n'a rien à voir. Et quand tu prends en plus Vogue, quand tu décryptes ce titre-là, bon bah sur une danse des minorités black, bon, on n'est pas du tout dans l'art déco, encore moins dans l'époque de Dick Tracy, quoi. Bref, c'était une petite parenthèse, mais tu te demandes ce que vient foutre Vogue dans cet album. Mais si on en revient à ton titre, effectivement, c'est associé aux Oscars, et la tenue est iconique, puisque justement, c'est là où on a plus je crois, de photos et d'archives avec Michael Jackson. Oui, parce que je crois qu'ils étaient présents ensemble la même soirée. Ouais, exact, ouais. C'est même sûr parce qu'elle avait cette tenue-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Ah, mais... Et j'y étais. Non. Ouais, non, je déconne. Hein. J'ai eu un moment de doute. Ah bah. Imaginez la chance qu'ils ont eu de voir ça de leurs propres yeux, les gens qui ont vécu ça à l'époque. Genre, imaginez avoir eu Sooner or Later aux Oscars en 91, mais ta vie est complète, je sais pas comment dire, genre, mince. Ben oui, c'est dingue. Je m'en mords les doigts. Ah, punaise. Mais c'est vrai que Vogue, il vient de là, ouais. Il vient de I'm Breathless. Donc c'est intéressant de ce choix parce que tu te dis, genre, qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais pour moi, c'était un petit peu annonciateur de la vibe de Erotica, mais pas dans le sens texte, dans le sens production musicale, parce que ça ressemblait un petit peu de la house. Bon, ça reste de la pop, hein, mais il y a des sonorités house, et là, je me suis dit, oui, il y a des liens quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est un ovni un peu, parce qu'il a déboulé là en mode genre, salut. Pour moi, c'est un peu le Happy Meal dans un repas de Noël, quoi. Genre, on sait pas trop ce qu'il fait là, mais on est heureux de l'avoir, quoi. Bah d'ailleurs, Madonna fera référence à Vogue dans Deeper and Deeper à la fin. Dans Deeper and Deeper? Bah oui. Je t'ai pas su. Oui, Olivier? Dans Deeper. Ouais, dans le pont, ouais. Non, à la fin. La fin du clip? La fin, pardon. Là où... Non, j'ai pas suivi. Non, la fin de la chanson, où elle dit Let your body go with the flow. Oui, c'est ça. You've got to just let your body move to the music. I can't help falling in love. Ouais, bah c'est ça, ouais. C'était vers la fin de la chanson. Je pensais que c'était au pont, mais c'est à la fin de la chanson. Mais c'est pas la première fois. Enfin, si, c'est la première fois, je crois qu'elle se référence dans sa propre musique, où elle se sample, je crois. Je sais plus. Mais je sais qu'après, elle l'a refait pour d'autres chansons. Je vais y arriver. Notamment. Ah mince, c'est quoi le titre? Ah oui, Best Night sur Rebel Heart. Dans un bridge, dans le pont, ouais. Et je crois que dans Causing Commotion, elle dit Get it to the groove. Oui, possible. Bah, ouais. Bah c'est peut-être pas la première, mais il y a des références. Oui. Ce qui est marrant, c'est que dans Supernatural, elle dit Real Flight. Et c'est un peu prémonitoire.
Oui, et d'ailleurs, je vais arrêter d'en parler parce que sinon après, je vais faire taper sur les doigts, mais oui, tout à fait. C'est vrai. Et après Sooner or Later, place maintenant à Hanky Panky. Like hanky panky, hanky, something like a spanky. Don't take out your handkerchief, I don't want it crack. I just want hanky panky, like hanky panky. Something like Good Ah, spank. moi j'adore aussi. Un tube. Je trouve que dans cette performance, Madonna ainsi que Nicki et Donna courtisent un homme qui serait Dick Tracy avec la tenue jaune et tout. Et elle s'amuse avec lui, on va dire. Et sa Oui. voix, elle est très rock. En même temps, faut dire que c'était la fin de la tournée, peut-être qu'elle était abîmée. Et il me semble qu'elle avait pris des cours de chant pour I'm D'ailleurs- Breathless. Et ça se sent dans la performance. D'ailleurs, je crois que le monsieur qui s'est passé pour le gars de Dick Tracy, je crois que c'est le danseur qui apparaît dans Vogue au tout début. Quand vous regardez la vidéo de Vogue, le clip, c'est le monsieur qui a les cheveux très Exact, ouais. collés près du corps et qui a un air un peu italien. Alors, C'est lui, ouais. Ouais. Ouais, c'est l'un de ces danseurs. C'est l'un des danseurs qui a un carré, en fait, pour le trouver qui c'est. C'est celui qui a les cheveux Oui. longs. Il a une Oui. coupe au carré. Et qui a justement participé à un de ses clips aussi Vogue. Et oui, exactement. Ouais, il est en Oui, costume, et- d'ailleurs, on le voit. Ouais. parce que Donc, ça je reste sais que sur le maintenant côté. il est professeur de danse, je crois à New York, hein, il fait des classes, etc. Parce que je le follow sur Insta, mais j'ai oublié son nom. Voilà, bravo. C'est vrai que c'est l'un des danseurs qui s'en tire bien, d'ailleurs. Parce que les pauvres, les autres, C'est vrai, malheureusement, c'est bon, vrai, c'est pas le top. Mais C'est vrai. et lui s'en tire bien, lui. c'est vrai, Ouais. tout à fait. Mais en tout cas, moi j'aime bien Enki Penki. Alors en fait, c'est marrant parce que je me souviens que j'avais un petit peu trash talk sur tout ce qui était un peu les chansons un peu rigolotes comme ça qu'elle nous avait fait, notamment sur Like a Virgin et autres. Mais là, ben ça j'aime bien quoi. Genre on n'est pas sur un Jimmy Jimmy. Ou I'm Going Bananas. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que là, tu vois, je trouve que Enki Penki a vraiment ce côté Broadway, vraiment spectacle. Pas spectacle. Si, spectacle, c'est ce que je raconte. Spectacle, et ça me fait penser à des productions voilà, américaines, tout ce que tu pourrais voir dans des comédies musicales, quoi. Et puis pareil, genre, elle joue toujours sur sa féminité, ses courbes, elle les met bien en avant. Je trouve d'ailleurs plus qu'avant, parce que là, vraiment, c'est collé près du corps. Enfin, elle hésite pas, quoi. Hein. Et j'aime bien de la voir avec Nicki Donna, justement, faire ce show. Et j'adore cette chanson parce que je trouve que la voix, elle est forte. Et j'aime bien quand elle a sa grosse voix comme ça, genre, t'as l'impression qu'elle te crie dessus, c'est marrant. Elle est presque habillée comme Oui. Open Your Heart, hein, Oui. si vous regardez bien. Oui, Mm-mm. De petites tenues comme ça. Je sais même pas si c'est Ouais. son corset, Une si tenue le verte, corset je pointu crois. ou pas là. Verte, ouais. Bah, les paillettes, je crois. Une tenue verte, vert clair, ouais. Ouais. Mais ouais, une performance sympa. Qui s'enchaîne avec Now I'm Following You. oui. D'ailleurs, Madonna fait un petit aparté très sexuel, très cocasse. Je t'avais fait écouter l'extrait, Logan, où Madonna dit les gens disent que j'ai des balls, mais en fait, ce que j'ai, c'est. C'est ma bite. Elle est bonne, oui. Ma bite est très dure aussi. Merci pour l'information, Madonna. Elle se dirige vers quelqu'un pour lui faire passer une chanson. Ah, oui. S'il vous plaît, voulez-vous jouer ces disques pour moi? Vous êtes prêts, ma bite? Thank you. Let's dance. You can do a little two-step. I'll go anywhere that you step to, 'cause I'm following you. Moi, j'ai hurlé de rire hein, quand elle a dit ça. Ah là là. Mais tu sais que j'avais complètement oublié ça d'ailleurs. Hein. Ça m'est sorti complètement de l'esprit, mais c'est vrai qu'elle le dit. T'as l'impression qu'elle a appris un mot vulgaire en français avant le concert. et que Elle c'est parle bien la utilisé langue, partout. je trouve. Voulez-vous jouer ce disque pour moi Ouais, bah c'est dommage qu'on ait pas Elle une le dit bien, chanson, Bah ouais, mais c'est dommage qu'on ait pas une chanson Oui. full français de Madonna, Mhm. ça aurait été marrant. Ah, ça aurait été bien. Mais elle a toujours fait ça dans ses tournées. Elle rend toujours un petit hommage dans le pays qu'elle visite. Hein. La preuve, Oui. quand elle commence son concert, est-ce que tu crois en l'amour? Elle le dit toujours de la langue de là où elle va, quand tu regardes bien. Quand elle va en Espagne. Donc, il y a toujours ce petit hommage qu'elle fait. Elle doit Ouais. être briefée. Bon, en même temps, elle est tellement
elle est comment on appelle ça? Elle est tellement méticuleuse dans tout, elle veut tout contrôler qu'elle veut aussi effectivement être irréprochable aussi sur ça, quoi. Et puis après, Ouais. elle a aussi une attache un peu plus importante avec les Français, hein. Ah bah la France a eu c'est très important ouais, pour Madonna, c'est sûr. Hein. Oui, Voilà. c'est sûr. Il y a eu un doc sur M6 d'ailleurs qui est très bien sur le lien qu'elle avait avec les Français, notamment. Oui. Oui. C'est en tout cas une performance qui a des allures de comédie musicale et qui est très réussie, je trouve. J'adore la chanson aussi. Il y a un moment où la chanson, elle shift, si j'ose dire, elle évolue vers une version plus moderne. Et j'adore aussi. On voit les danseurs et elle qui s'enfuit. Elle tire sur quelqu'un d'ailleurs. On la voit tirer sur quelqu'un avant de s'enfuir avec un homme. Et les danseurs enchaînent par la suite en dansant et tout jusqu'à la fin de la prestation. Et quoi qu'il en soit, moi j'adore cet acte qui a des allures de comédie musicale de Broadway. Et franchement, j'aurais Ouais. bien aimé qu'elle fasse un concert mais entier, mais que du jazz, tu vois. Tellement elle sait faire des chansons comme ça, quoi. Bah elle le gère, hein, c'est Ouais, sûr. elle Hein. gère bien. Hein. Ça prouve bien qu'elle est tellement multifacette, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Artistiquement, elle fait ce qu'elle veut. Je pense demain, si elle nous fait un truc en mode gothique, etc. Enfin non, bah, de toute façon elle a déjà fait, mais bon. Non, elle fait ce qu'elle veut. Elle se promène. Madonna, c'est quelqu'un qui se promène vraiment. Parce qu'elle a, elle peut même faire ça. Je veux dire, genre c'est, je sais pas si on se rend compte un peu du délire. Parce que je sais que je fais que dire qu'elle est iconique, mais c'est vrai. Hein. Et ça le prouve. Voilà, ça prouve bien que peu importe le tableau, peu importe le style, bah, elle saura le mener du haut de la baguette, quoi. Genre, elle sait faire, quoi. Enfin, de sa baguette, Oui. n'est-ce pas? Sa baguette dure. Aïe, aïe, aïe. Sacré Madonna. Hein. Vous pensez quoi de Ouais, cette franchement. fin d'acte réussie dans l'ensemble? Oui, Mhm. c'était un beau tableau. Ouais, moi aussi, j'adorais. Ouais, toi aussi, t'as aimé Logan? Oui, moi j'ai bien aimé, je trouvais rigolo. D'ailleurs, je trouvais que c'était un moment un petit peu hors du temps dans le concert aussi, parce que c'est très différent des tableaux juste avant. Et c'est pas déplaisant, parce que c'est marrant, tu vois, t'as vraiment l'impression d'assister à une comédie musicale qui est faite avec peu de gens, mais qui a la carrure d'une grosse comédie musicale. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est encore une fois de plus, genre peu de moyens, mais beaucoup de prestance. C'est fou la présence scénique, hein, comme quoi ça Ah, fait elle en a, beaucoup de hein. choses. Hein, parce que franchement, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, non, mais tu te dis, pourtant ils sont que deux, mais ils sont deux devant je sais pas combien de millions de personnes, milliers de personnes, pardon. Et bah ils gèrent, Ouais. sans souci. Donc ouais, Maintenant, c'est c'est mignon. le dernier acte, on va dire, du show qui débute l'acte Art Déco avec Material Girl. Cause we are living in a material world. The higher the material girl, you know the reason. Hey, you guys, hey, I'm your girl. Cut it out. Bon, vous savez que j'aime pas trop cette chanson. Enfin, je sais pas si vous savez, Olivier, mais voilà. Une fois encore, le décor change. On voit en effet que le double Ah, grand mince. escalier est supporté par des statues art déco. On voit aussi des images de tableaux de Tamara de Lempicka, images qu'on retrouve d'ailleurs au tout début du clip d'Open Your Heart, à certains moments. Et Madonna, elle porte une tenue rose avec des boutons en strass en forme de dollar, et elle a un accent américain du Midwest, pour être précis, très prononcé. Et elle souhaitait mettre en avant une certaine moquerie des Américaines superficielles et avides d'argent. Alors je trouve que le pari est réussi de ce côté-là. Pour autant, je suis désolé, mais je trouve sa voix assez insupportable. Tout comme la chanson. Ah, c'est dit. Waouh. Est-ce que... Non. Est-ce que vous, c'est pareil? Non, non, non. Ok, bon bah salut alors. Hein. Bah merci. Hein. Non, mais ça a toujours été une façon comique de jouer là-dessus sur ce titre-là. Quand tu prends sur Who's That Girl, c'est pareil, elle a une voix je dirais un peu, qui est pas à sa place. C'est pas Madonna, c'est pas sa voix. Ouais. Et elle joue là-dessus comme si elle jouait sur ce titre-là, et ironisait sur sa situation qui à l'époque expliquait le fait qu'elle était pas une histoire d'argent, sur le fait qu'elle se sente utilisée. Et elle joue un petit peu là-dessus, sur le pouvoir, sur tout ça. Donc oui, on retrouve un peu l'esprit un peu comique entre guillemets du Who's That Girl Tour. Hein, quand Moi, le plus gros problème, ça Ouais. reste la scénographie, je pense, pour cette chanson. Parce que malheureusement, j'ai pas aimé. Ça fait kitsch, hein. Ouais, mais en fait, ça fait. Ça reprend un petit peu genre le même style, le même délire que dans le Who's That Girl Tour, justement. Tu sais, quand il y avait la tenue avec tous les trucs dessus, là, que j'avais dit que je n'aimais pas du tout. Bah là, ça m'en fait penser à ça. Voilà. Après,
Oui, c'est comique, oui, ça fait il y a un peu ce côté comédie musicale, ça fait le pont avec le nouveau chapitre du concert, mais j'avoue que c'est pas du tout pour mon goût. Et je pense que pour du Material Girl, j'aurais vu peut-être plus un truc comme sur les Oscars en fait, mais d'une autre façon. Je l'aurais bien vu moi avec un autre schéma, une autre thématique, parce que l'art déco, voilà, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est très urbain dans le style aussi, d'un peu. Donc, je sais pas. Moi, j'aurais plus vu vraiment une autre mise en scène. Et j'ai pas non plus aimé la tenue juste derrière, toute rose bonbon là. Pas vraiment visuellement mon dada. Voilà, c'est dit. Mais après. Tu balances. Ouais. Mais après, je suis honnête, hein, c'est voilà. Il y a un côté un peu Ouais, Eurovision avec la scène aussi, j'ai remarqué, je trouve. Eurovision, c'est-à-dire. Ouais, parce que tu sais, genre les escaliers comme ça qui s'allument, etc. Ça m'y fait penser. Pour X raisons, hein, mais enfin qui s'allument, c'est les projecteurs, je pense. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais oui, non, qui s'allument. Ça m'y fait penser. Voilà, parce que j'avais vu des scènes de l'Eurovision comme ça, donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est dit. C'est Mhm. dit. Mais en tout cas, ouais, c'est pas une performance que j'apprécie le plus. J'apprécie plus ce qu'il y a après plutôt que celle-ci. Mhm. Ouais. C'est un skip. On passe maintenant à Cherish. Cherish the thought of always having you here by my side. Baby, I cherish the joy you keep bringing it into my life. I'm always singing it. Cherish the Madonna joue de la harpe, entourée de ses danseurs déguisés en sirène. Elle reprend donc ce qu'elle avait mis en scène pour le clip. Quand je parlais dans le dernier épisode du clip de Cherish, j'avais dit que certains universitaires pensaient, affirmaient en tout cas, que les sirènes pouvaient symboliser la persécution que la communauté homosexuelle a subie. Peut-être que c'est pas anodin qu'elle ait voulu mettre en scène la chanson et ses danseurs de cette manière-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je trouve la performance globalement sympathique, mais pas hyper mémorable du show, je pense. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des sirènes. Mais bon, je préfère bien sûr quand c'est des sirènes, parce que quand c'est des sirènes hommes, c'est plus des tritons, on appelle ça. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ça joue sur le côté mythologique. Parce que les sirènes, forcément, ça fait penser à la mythologie. Voilà, le fait qu'en plus il y ait une harpe, il y a ce côté un peu renaissance médiévale, parce que les sirènes, voilà, c'est la musique, c'est le chant, et elles attirent les marins, voilà, jusqu'à leur perte. Mais je trouve ça intéressant que là, en fait, c'est encore une fois plus l'inverse. Genre, elle joue avec les postes, quoi. Oui, Là, c'est elle qui chante la chanson aux sirènes, tu vois. Et les sirènes, ce sont des tritons. Donc, généralement, tu as toujours l'habitude de voir justement des marins ou n'importe qui, enfin, surtout des hommes, chanter justement enfin, s'approcher des sirènes, essayer de les convoiter, etc. Et en fait, là, c'est un petit peu l'inverse. Donc, elle joue un petit peu, voilà, avec ces statuts-là. Et ça fait bien sûr écho au clip. Mais moi, je trouve ça rigolo parce que c'est la première fois que je crois que je vois de ma vie que je vois des sirènes hommes sur scène dans une scénographie comme ça. Donc c'est marrant. C'est marrant. Par contre, j'arrive pas à faire le lien du tout, le rapprochement avec le tableau d'avant de Material Girl. Mais bon, voilà. Hein. Après, niveau art déco, je ne sais pas s'il y a des liens esthétiques avec. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne là-dessus parce que je vous avoue que j'ai jamais vu ou trouvé de référence ou de lien. Mais là, je pense que c'est purement pour faire une référence au clip. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de lien avec l'art déco. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des sirènes qui sont utilisées pour de la céramique ou je sais oui, pas, ou pour des vitraux ou j'en sais rien, ou même des miroirs de glace, je sais pas. Mais ouais, et puis bien sûr, c'est une question d'amour parce que Cherish, voilà, c'est une chanson d'amour et puis les sirènes, c'est toujours associé à l'amour aussi. Donc bon, sachez que vous parlez à un grand fan de sirènes. C'est le premier truc que j'ai kiffé en arrivant sur Terre, donc comme ça, c'est clair. Hein. Je suis un énorme fan de sirènes, voilà. Si vous voulez la digression, on en est là-dedans. Voilà. Vive les sirènes! on apprend des choses sur toi. Après, c'est Into the Groove qui enchaîne. Et d'ailleurs, elle dit dans le tout début de la performance quelque chose d'intéressant en anglais. Et je vous laisse écouter. Hey, you, don't be silly. Put a rubber on your willy. Ew. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? En fait, elle dit Hey you, don't be silly, put a rubber on your willy. Et je savais pas ce que ça voulait dire. Enfin, à la fin de la phrase, quoi. En fait, ça veut dire Et toi, ne sois pas idiot, mets une capote sur ta quéquette. Et moi, je vois dans cette phrase-là une Ouais. belle façon de faire de la prévention sur le sida, sur le public, je trouve.
Eh en oui. disant faut mettre la capote, le préservatif pour se protéger. Je pense que c'est surtout un prétexte en fait pour faire de la prévention, surtout à cette époque-là avec l'épidémie de sida, comme tu l'avais dit, Olivier. Get into the groove, boy, you got to prove your love to me. Get up on your feet, yeah, step to the beat, boy, what will it be? Ah oui, pour situer les choses, la mise en scène et tout, en fait, il y a Madonna, Nikki et Donna qui voient 3 hommes. Et Madonna, elle dit Truth or Dare, cap ou pas cap, non, c'est pas ça. Action ou vérité, pardon. Action ou vérité, vous voulez nous baiser? C'est du grand Madonna. Et elle dit ne soyez pas idiots, mettez une capote sur votre caquette. Donc, c'est une manière de faire un peu la promotion du safe sex, quoi. Sinon, dans l'ensemble, c'est une prestation assez sympa avec une bonne danse et la chanson reste très, très efficace. Et je sais que toi, tu l'adores, Logan, la chanson. Et toi aussi, Olivier? Oui. Si, excellent tube. Ah oui, forcément, c'est là-dessus que j'ai commencé. Je crois même que c'est son deuxième 45 tours que j'ai acheté de ma vie. Donc, puisque j'avais acheté Gambler et Into the Groove, ça a été vraiment la révélation pour moi. Donc, oui, c'est plein de souvenirs. Et puis, dans ce plateau-là, il y a une dynamique, il y a une danse. J'aime bien la confrontation qui rappelle un peu West Side Story. Presque dans la scénographie, deux bandes rivales, bon, sauf que là c'est garçons et des filles. Oui. Et j'aime bien cette idée-là. Il y a une super choré, je trouve, qui est faite là-dedans, dans ce passage-là. Et puis le son est bien. Pareil, elle met toujours ses petits remixes justement, même quand elle sample sa voix, si elle le fait avec sa propre voix. Vraiment, c'est marrant. Donc j'ai beaucoup aimé ce titre-là, ouais, dans cette tournée. Même si après, on l'a retrouvé peut-être 20 ans après avec Missy Elliott au début des années 2000, qui était pas mal, hein, cette nouvelle version. Oui, tout à fait. Elle reprend cette version avec Missy Elliott, mais elle change des paroles au refrain et dans le refrain. Exact. Et... Il y avait un partenariat avec Gap, je crois qu'il y a une histoire de business aussi, je crois, là-dedans. Ouais. Il y a une histoire de tout. C'est vrai. Ouais, Get complètement, in ouais. the Hollywood Groove. Et enfin, Vogue conclut le 4e acte. À la base, elle devait être au tout début du 3e acte sur Dick Tracy, mais Vincent Patterson, le chorégraphe de la tournée, ne pensait pas que la chanson cartonnerait à ce point. Il a conseillé donc à Madonna de la mettre à la fin du show afin de lui donner plus de puissance. Et d'ailleurs, la chorégraphie est imaginée par Luis et José, deux danseurs issus du ballroom gay. C'est vraiment une performance iconique, on peut le dire. D'autant plus que dans cette tournée-là, le petit clin d'œil, quand on fait attention, c'est que le clip est en noir et blanc. Et on remarquera que sur scène, c'est que des spots blancs. Elle veut recréer comme si on la regardait en noir et blanc. Que ce soit l'éclairage, comme les tenues, on est vraiment sur du noir et blanc, comme son clip. C'est très sympa. Moi, je trouve que c'est une des performances les plus sages de Vogue. Sans bling-bling et sans tralala, on va dire, vestimentaire. C'est vraiment... t'as l'impression d'assister, tu sais, attention, je ne dis pas ça pour être réducteur, mais à une version rehearsal, en fait, de Vogue. Comme si c'était genre des danseurs professionnels qui étaient là en train de nous montrer une chorégraphie qu'ils venaient d'imaginer ensemble pour une prestation. Hein. Et j'aime bien le côté vraiment très, très... je trouve que je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, ça rend hommage à la danse. Je sais pas si vous voulez voir la nuance dans ce que je suis en train d'essayer de dire, mais là, on n'est pas vraiment dans le côté look, dans le côté fashion, dans le côté comment t'appelles ça, look. Là, c'est vraiment genre purement traditionnel. Enfin, c'est purement danse pour moi, je trouve. Et là, j'ai vraiment l'impression d'assister à comme une sorte de ballet, tu vois. Et je trouve qu'en plus, comme les vêtements et tout, ils mettent bien en avant les bras et tout ça. Bah, tu les remarques beaucoup plus que le reste du corps, par exemple. Et y compris pour les jambes, surtout pour celle de Madonna. Donc du coup, tu vois, ça accentue bien sur les mouvements et ils veulent bien que tu vois ce qu'ils sont en train de faire avec leurs mains, en fait. Donc, ouais, c'est du Vogue. C'est du voguing, pardon. Donc c'est du ballroom. Donc c'est des choses, voilà, qui y font référence. Mais je trouve que voilà, ça fait très sportif aussi dans la tenue, voilà. Dans la tenue, dans la manière dont c'est fait. Et on voit bien les cuisses musclées de Madonna. On tutu, on se croirait presque dans une séance de sport. Ouais, dans une salle de sport. Exact. C'est un cours de danse. Et elle, c'est la prof, quoi. C'est ça. Voilà, merci. Et public, on est le miroir. Oui.
se regarde dans le miroir, quoi. Et c'est vrai qu'il faut sacrément bien gauler parce qu'elle porte Oui. un tutu, Totalement, elle porte ouais, je sais pas, un ouais. lycra ultra moulant, Mhm. un petit shorty ultra moulant. Donc il n'y a rien. Et c'est vrai elle est complètement banale dans la façon dont elle est habillée. Parce qu'il y a, effectivement, c'est presque une tenue pour aller faire un cours de danse, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais efficace. C'est pour ça que j'aime bien ce tableau, parce que justement, il est très minimaliste dans le style, mais en même temps, le style, genre, ça fait penser à ça, quoi. Et puis, de toute façon, elle est entourée de danseurs qui viennent de ce milieu-là, la plupart. Donc, ouais, c'est un peu un moyen, je pense, de leur rendre hommage, mais après, je sais pas s'il y a comment on appelle ça? Une référence précise sur ce choix, mais voilà, c'est clairement, c'est sobre, et on a l'impression d'assister à un cours de danse, voilà. Elle met en avant, effectivement, ce que font les danseurs, ce pourquoi ils ont été recrutés. T'as pas besoin de décor, t'as pas Ouais. besoin de Oui. tralala, juste voilà, on les voit bien d'ailleurs, hein, elle les met bien en avant parce que elle va les voir à chaque fois, chacun faire une petite prouesse. Donc t'as le sentiment que c'est leur 15 secondes du show où ils sont mis en avant, chacun de leur tour. Et donc je confonds peut-être avec Keep It Together, mais je trouve que dans ce passage-là, elle les met en valeur, quoi. Donc c'est cool. Et là, le concert se termine. Enfin, pas tout à fait, puisque quelques minutes plus tard, Madonna revient et chante ce tube. Elle porte le haut qu'elle a dans le photoshoot de The Immaculate Collection. Et je trouve que la performance, elle est un peu en décalage par rapport aux autres, non? Surtout par rapport à l'acte 4. Mais c'est quand même festif et sympathique dans l'ensemble. Oui, et puis en plus, sa tenue, en fait, elle me fait penser à la Isla Bonita, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu flamenco espagnol dans les manches, etc. Donc, et elle me fait aussi penser à, je sais pas pour quelle raison, au Girly Show, mais alors là, je sais pas pourquoi, ça m'y fait penser, voilà. Donc peut-être des prémices. Harlequin, voilà, c'est ça que ça fait référence, ouais. Ah Ouais, oui, ouais. l'Arlequin, là. Oui, et puis alors, je sais pas si ça se fait beaucoup maintenant, mais c'est vrai qu'il y avait des comebacks où on attendait un petit peu 5 minutes. On se croyait que c'était la fin du show avec Vogue, et puis finalement, c'est vrai qu'il y a un passage où c'est quand même long avant qu'elle chante ce titre-là. Il y a 2 passages d'ailleurs, c'est le premier, celui-ci, où on croit que le show s'est terminé sur Vogue, et non, c'est son comeback qu'elle fait là-dessus. Finalement, comme tous les comebacks, bon allez, je vous chante un petit titre bonus. Par contre, il n'y a pas de scénographie, il n'y a pas de choré. Ah, c'est juste moi, je vous fais plaisir. C'est un petit titre bonus. Bon, elle nous fait croire ça, quoi. Mais parce qu'elle a quand même une autre tenue. Mais ce titre-là était très efficace. Puis ça fait toujours référence un petit peu, toujours Holiday, dernier titre, un peu comme Who's That Girl, quoi. Dans ces derniers titres, tu sens la fin, là, la fin du show, quoi. Justement, la fin du show, c'est avec Keep It Together. Et là, d'ailleurs, la performance débute avec une chanson du groupe Sly and the Family Stone. Et oui. One child grows up to be somebody who just loves to learn, and another child grows up to be somebody who just loves to burn. Et ouais, c'est un groupe que Madonna adore et elle tenait à inclure cette chanson, cet extrait, quoi. Et elle s'enchaîne ensuite avec Keep It Together, évidemment. Keep it together, keep it together forever and ever. Keep it together, keep it together forever and ever. Keep it together. On peut voir dans cette performance un hommage à Orange Mécanique, mais aussi au film Cabaret, notamment en ce qui concerne le chapeau melon, la lumière rouge, les chaises, la chorégraphie. Et le message de la chanson ainsi que de la performance, c'est de dire au public que c'est sa famille avant tout, et sa troupe de danseurs aussi. On sent bien en fait dans ce show une bonne cohésion de groupe en fait. Et à côté, ma troupe de danseurs c'est aussi ma famille, tu vois. Et on voit ça dans tout Fodder. Elle avait une approche très maternelle avec eux. Ouais. D'autant plus que c'était très démonstratif sur le concert de Nice, puisque c'était la fin de la tournée, donc c'était le dernier titre de cette tournée-là, le dernier titre qu'elle chantait. Et là, c'était au-delà de saluer ses danseurs, puisqu'elle a fait aussi
Elle a salué aussi ses membres les membres de l'ombre qu'on voit pas, puisque ça a été très long à la fin, les remerciements sur ce dernier passage. Qui d'ailleurs, Keep It Together, elle le dit, je sais pas combien de fois, mais elle avait mal pour elle à force d'aller. Je sais pas combien de temps elle dure très longtemps ce titre à la fin. Puisqu'en fait, il s'arrête. Oui, oui. En fait, tout s'arrête gentiment, la musique s'arrête, et encore pas totalement, puisque chaque instrument s'arrête au fur et à mesure, tout en continuant à chaque fois à dire ce même tempo. C'était très long. Puis, ouais, c'était une jolie fin. Mais je crois qu'elle les embrasse même, Oui. chacun à leur tour. Oui, tout à fait, ouais. Perso, C'est du Madonna, quoi. perso, vous allez peut-être rire, mais c'était ma performance favorite de tout le concert. Voilà. Oh, Ah bon? Oui, ça y est, c'est dit. Pourquoi? C'est dit, parce que, je sais pas, j'adore. Le fait qu'ils utilisent les chaises, qu'il y a une espèce de côté acro-sport, où genre vraiment ils sont là et puis ils font des chorégraphies avec. Moi, je vous dis pas, enfin, si ça avait été moi à leur place, je me serais fait des bleus partout, hein. J'aurais été pas possible avec ça. Mais je sais pas, j'aime bien les voir faire des chorégraphies avec, des poses. Genre, à un moment, elle se fait carrément retourner en arrière avec le gars qui la tient et tout. Enfin, c'est ouf. C'est ouf d'ailleurs que personne s'est blessé parce que c'est quand même c'est un peu voltigineux. Et j'aime bien aussi qu'elle ait mis des jambières, des protections. Ça fait un peu c'est comme ce qu'on peut voir quand on fait des sports de l'extrême, quoi. Donc c'est intéressant visuellement, encore une fois. Et pour moi, ça me fait penser au breakdance, un peu au hip-hop dans le style. Je sais pas pour quelle raison, mais ça m'y fait penser. Et puis de toute façon, cette chanson, je l'adore. Donc voilà, déjà il y a ça. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est original parce qu'avec des chaises, tu peux faire plein de choses comme pas du tout. Sauf que là, ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant et pareil, il y a une vibe, je sais pas encore laquelle c'est, mais il y a quelque chose avec ça, voilà. Et j'avais vraiment l'impression de voir encore un truc un peu street dans le style, un peu street, mais cabaret aussi, mais genre réinventé, quoi. Genre comme si c'était un cabaret qui rencontrait un peu le côté, voilà, ouais, hip-hop, mais je sais pas comment expliquer ça, avec les bons termes, avec les bonnes références, mais voilà, ça m'y fait penser. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, et puis de toute façon, Keep It Together, il y a des versions aussi dingo qui avaient été réutilisées par les Black Eyed Peas aussi, des samples. Mais c'était pour The Weeknd avec Estero. Oui. Si vous écoutez les versions étendues, comment je parle? Extended, pardon, de Keep It Together, vous allez voir de quoi je parle, en fait, les petits riffs de guitare et tout, c'est ce que vous avez sur le son. D'ailleurs, c'est pas documenté, ça me surprend, mais bon, voilà, c'est dit. Ouais, la chorégraphie, elle est très millimétrée, où Madonna, elle danse avec toute sa troupe. Et d'ailleurs, Family Affair, de Sly and the Family Stone, ça veut dire affaire de famille. Donc ça renforce encore plus le propos de la chanson, quoi. Oui. Du single. Et enfin, Madonna, elle termine sa prestation seule sur scène en disant restons tous ensemble pour toujours. People together forever and ever. People together. People together forever and ever. Keep people together. Les au revoir ont été difficiles, Olivier, quand c'était la fin de la performance, ouais. Toujours épuisé, fatigué, mais de bonne heure, quoi. C'était, ouais, tu le sais que c'était la fin surtout, donc. Ouais. Quand elle jette son jacuzzi. Bah ouais, c'était exactement. Puis après, elle court, elle s'en va. Non, c'était magnifique, quoi. Si tu veux, on avait eu 2 rappels, donc on était hyper contents. Oui. Même si on savait. La première fois, tu dis c'est cool, elle nous fait des rappels. Bon, après, tu sais que ça fait partie du show. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir 2 rappels parce que tu le prépares à ce que ce soit terminé, en fait. Donc déjà, quand elle fait Holiday, quand tu connais pas le show, quand tu l'as jamais vu, tu dis bon, ok, elle a fait un rappel, c'est super gentil, Holiday, allez, maintenant on rentre. Ah putain, encore un autre. Et là, t'es hyper content, donc tu te dis voilà, c'était une super surprise de voir un deuxième comeback avec un titre inédit qui d'ailleurs, je crois, n'a jamais été rejoué sur scène. Non. On est d'accord? Non. Voilà, pour mon plus grand plaisir, n'est-ce pas, hein? C'est ça, exactement, ouais. C'était... Punaise. Oui. Ouais, c'était vraiment très très bien. Ouais, en fait, elle disait Keep It Together Forever, mais sur la clé USB, quoi. Après, elle n'a jamais ressorti. Et c'est ainsi que le show se termine, malheureusement. Ouch. Et voilà, cette longue analyse du show est maintenant terminée. Messieurs,
Si vous deviez faire un top 3 de vos performances préférées du show, ça serait lequel pour vous? On va commencer par toi, Olivier. Si tu devais retenir 3 performances du show avant tout. Alors, ça a été très difficile de choisir parce que j'aime pas choisir surtout sur ce concert-là 3 titres des préférences. Mhm. Mais bon, j'ai joué le jeu. Donc le premier restera bien évidemment Express Yourself, Ouais. tellement iconique. Pour l'énergie, moi j'ai beaucoup aimé Into the Groove. Beaucoup aimé celui-ci parce que ça redémarrait avec la Corée, puis le son était vraiment très bien. Et puis Vogue. Forcément, Vogue, c'est de toutes les façons, c'est le seul titre de Madonna pour lequel qui me donne la patate, qui me donne tout, qui me donne de l'énergie. Voilà, et je me lasse jamais d'écouter ce titre-là. Il reste numéro 1 dans tout, donc référence à ça. Et puis ça a été la première fois que je la vois chanter Vogue devant moi, quoi. Mhm. Donc il y a une image qui est forte là-dessus. Même si sur ce qu'on a évoqué, c'est pas la meilleure presta de Vogue en live, mais c'est plein de souvenirs qui sont collés. Donc mes trois titres de cette tournée. Ok. Et toi, Logan? Je me marre déjà, mais c'est Keep It Together, Keep It Ah, Together ok. et Keep It Together. Je pense, numéro 1, Keep It Together, forcément. En numéro 2, Express Yourself. Et en 3, Hanky Panky, je pense. Et moi, ça serait Live to Tell, Express Ouais. Yourself, Keep It Together. Donc Ouais. c'est différent aussi, quoi. Moi, j'ai mis des mentions spéciales à Like a Prayer, Au Faveur et Vogue. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Olivier, pour ton témoignage sur ces concerts, sur tes concerts, sur ce show. C'était très sympa. Merci pour l'invitation. J'ai eu plaisir à partager ces souvenirs avec vous. Et puis j'en ai appris plein d'autres grâce à tes podcasts et puis grâce à toi. Donc merci. Merci à vous deux. On aime entendre ce genre de choses. En tout cas, on a essayé d'être le plus complet possible en termes d'anecdotes et d'analyses. Donc merci à vous deux pour votre participation. Merci encore une fois à toi, Logan. De rien. Merci Eh oui. beaucoup. N'hésitez pas à soutenir notre travail en nous laissant la note de 5 étoiles sur 5 et un bon commentaire sur Spotify et Apple Podcast. On prend en considération vos remarques afin de faire le meilleur podcast possible sur Madonna. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de rester en contact entre deux épisodes, soit sur Instagram, @Madonna la rétrospective, ou sur X, anciennement Twitter, @Madonna-la rétro, ou sur YouTube, Madonna la rétrospective. D'ici là, on se retrouve bientôt pour un épisode sur la chanson Like a Prayer. Et oui, avec Logan, je vais voir comment Madonna a réinventé cette chanson sur scène, du Blonde Ambition Tour jusqu'au Celebration Tour, et aussi, on va analyser le clip, et ça promet d'être intéressant d'ailleurs par rapport à ça. Donc merci beaucoup à vous tous, à très bientôt, à très vite, au revoir. Merci. Au revoir.